House of the Dragon continue à être l'une des meilleures séries actuelles. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Et toi ? Je suis fatigué, je pars demain assez tôt, j'ai chaud, parce que là, comme par hasard, je pars au pire moment, à savoir au moment où la chaleur est la plus haute et tout, donc c'est la galère. Et là, on doit enregistrer 2 épisodes de suite. Je dois les monter dans la nuit et après je dois me barrer. Alors bon, écoute, on est qu'au début. Ça fait beaucoup. Et on verra. Mais après, je suis content parce qu'on parle de quelque chose que j'aime bien. Donc voilà. Si c'était 2 épisodes où je parlais de trucs, tu sais, je déteste. Tu sais, genre si là j'enchaînais Michael et Minecraft ou un truc comme ça, je pense que je me serais tiré une balle, je pense, au bout d'un moment. Mais ça va, quoi. C'est pas les pires trucs du monde, donc ça devrait aller. Oui, quoi. clairement pas. Et toi, cette fin de saison, comment tu la sens, Ista ? Est-ce que t'es heureux ? Je suis heureux. Ouais, du podcast, de ce qu'on fait. Ah oui, je suis content de ce qu'on fait. Effectivement, c'est cool. C'est bien de pouvoir débriefer sur les films qu'on a vus. Et voilà, de faire un peu. Des fois, ça me remet en question sur certains films, certaines séries. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas vus et que tu me dis. Donc, c'est cool, ouais. Ouais, bah après, moi aussi, ça me fait cogiter parce qu'en vrai, du coup, tu sais, quand je regarde un film ou une série, je prends pas de notes ou tu sais, je réfléchis pas forcément, tu sais, en mode, qu'est-ce que je vais dire à un podcast ? Si j'avais un podcast, qu'est-ce que je dirais ? Alors que là, ça me force à forcément à réfléchir, à remettre beaucoup plus en question ce que je pense aussi des séries, etc. Bon, après, les séries, c'est un peu plus. C'est autre chose parce que les films, tu sais. On les regarde et après on les digère un peu avec le temps, alors que la série tu vis avec pendant souvent quand c'est pas en binge watch, tu vis un peu avec pendant 2 mois, donc tu réfléchis vraiment 2 mois à la série en général, tu vois, donc il y a un truc un peu comme ça, mais voilà, là du coup on divague beaucoup, mais est-ce qu'on parlerait pas du sujet du jour, Ista, qui s'appelle House of the Dragon, la maison du dragon, donc de l'univers Game of Thrones, et bon voilà. C'est parti, je pense que à partir de cette année, on a du Game of Thrones chaque année. Je pense voilà, que c'est assez sûr, quoi, pour le coup. Puisque A Night of the Seven Kingdoms, ça reprendra du coup début d'année prochaine normalement. Ouais. Donc 1 an après la première saison et que la première saison soit sortie. Donc putain, c'est dingue, une série gros budget qu'on va voir chaque année. Ça n'existe plus, mais si. Et du coup, quand même. Après, c'est un format 6 épisodes de 30 minutes. C'est vrai. Il y a un peu de ça, quoi. Mais là, c'est vrai qu'House of the Dragon, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que c'est un peu dans l'air, littéralement. Enfin, je veux dire, à partir des années 2020, où on a dû attendre 2 ans entre chaque série, et là, cette série n'y échappe pas, quoi. Et je pense que, bon, voilà, on en a déjà parlé, les budgets colossaux, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Et bon, voilà, t'es obligé d'attendre 2 ans, et on aura la fin, du coup, d'House of the Dragon en 2028, du coup. Et Game of Thrones, Ista, on aime tous les 2 Game of Thrones, hein. Oui, à part les dernières saisons où ça a été plus compliqué, surtout la dernière, même si je me souviens qu'au début de la saison 8, j'avais une hype quand même, je voulais voir ce qui se passait et tout. Après, c'est plus avancé, plus ça a été compliqué. Mais ouais, c'est une série, moi, que j'avais découvert quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux séries, parce qu'avant, je regardais pas vraiment. J'avais même du mal avec les séries. En fait, c'est Breaking Bad qui m'a mis un peu dans les séries télé, parce que moi, j'aimais pas trop le côté feuilletonnant, un épisode d'une histoire, tout ça. Ouais, j'accroche plus au gros fil rouge. Et dans Game of Thrones, c'est ça, hein, c'est une grosse histoire, quoi. Et c'était un truc qui avait fait parler. Moi, je suis arrivé fin de saison 2, il me semble. Enfin, les 2 premières saisons étaient sorties quand j'ai commencé à regarder la série, parce que ça en parlait de plus en plus. Et après, je me souviens d'une époque où tout le monde regardait, plus les saisons avançaient, plus il y avait de monde qui regardait et tout le monde débriefait sur l'épisode et tout. Le lundi, le mardi, c'était plutôt, parce que nous on avait l'épisode le lundi, du coup. Mais c'était le mardi, moi, à l'école. Voilà, au collège, au lycée. C'était ça, la débrief. Tu fais, putain, t'as vu l'épisode, là, quand j'allais spoiler Game of Thrones. Je vais peut-être pas le faire ça dès le début de l'épisode, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones et ça m'a beaucoup, ça m'a accompagné pendant toutes les années 2010, littéralement toute mon adolescence, etc., quoi, jusqu'à la fin, qui, évidemment, moi aussi m'a déçu. Pour le coup, la saison 8, voilà, je suis pas original, mais moi, j'aimais beaucoup l'univers, les personnages, et en termes de production, ça, c'était du jamais vu, et c'est toujours un peu du jamais vu, quoi. Et du coup,
à la fin, on a tous eu un petit goût amer de l'univers Game of Thrones, mais ils ont choisi de continuer avec House of the Dragon, et c'était la première série qu'on avait post Game of Thrones. Et qu'est-ce que tu avais pensé, toi, de la saison 1? T'avais plutôt aimé? Ouais, j'avais plutôt aimé. Alors, je sais que j'ai eu des problèmes quand même avec la saison 1 à l'époque où il y avait un côté, des fois un peu soap opéra que je trouvais pas toujours très. Voilà, qui pouvait m'agacer un peu à certains moments. Je sais que j'aimais pas les bébés morts. Il y avait plein de bébés morts dans la saison 1. Ouais. Et dans la saison 2 aussi. Et c'était un truc qui m'avait pas plu, ça. Mais sinon, non, c'était. En fait, c'était une surprise parce qu'en fait, la saison 8, elle nous avait, comme on a dit, là, elle nous avait déçus. Et donc, en fait, on n'avait même plus de hype pour les productions Game of Thrones après ça. Moi, je me souviens qu'il n'y avait pas de hype tellement pour cette série-là. Peut-être chez les gros fans hardcore, mais dans le grand public, j'ai pas l'impression. On était un peu en mode curieux. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Après, ça s'est regagné avec le temps, quoi. Enfin, au fur et à mesure de la saison, on sentait qu'il y avait de plus en plus d'engouement, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait un vrai engouement sur les personnages et tout qui avait fait marquer un peu tout le monde et moi aussi, Viserys, tout ça, Daemon, Rhaenyra et tout. Donc non, c'était une réussite la saison 1 quand même, clairement. Ouais, elle avait un rythme un peu spécial puisqu'il y avait beaucoup d'avance dans le temps en fait, quoi, dans cette première saison, donc elle avait un rythme assez particulier. Et oui, comme tu l'as dit, personne vraiment attendait cette saison. Et moi, vraiment, au fur et à mesure, en vrai, dès l'épisode 1, j'avoue que j'ai revu l'épisode. Quand tu revois l'épisode 1 et j'ai revu des extraits et tout, j'avoue que ça te met direct dedans. Et moi, je trouve toujours que, en termes d'écriture, ça reste toujours assez fou, quoi. Game of Thrones couplé à l'acting, et on en reparlera encore, mais pour moi, il y a des acteurs, et notamment une actrice qui est parmi une des meilleures actrices actuelles, vraiment pour moi, et il y a vraiment pas photo, et toujours avec une mise en scène assez incroyable, que ce soit d'ailleurs les moments épiques ou intimes, hein. Enfin, de la saison 1, c'était surtout des moments intimes, puisqu'il y avait pas, ça explosait pas à ce niveau-là, quoi. Et après est venue la saison 2, et la saison 2, elle a beaucoup plus divisé que la saison 1, notamment la fin, la dernière partie de cette saison, alors que moi j'ai beaucoup aimé, moi, la saison 2 aussi, et je sais qu'elle a un rythme assez spécial, mais moi c'est un rythme qui me plaisait, un rythme assez lent où on se déplaçait très peu, il y avait beaucoup de discussions dans des lieux fermés, etc. Et je pense que beaucoup de gens voulaient autre chose aussi, hein, et c'était ce qui était un peu teasé, genre en mode grande guerre, etc. Mais moi je trouve que c'était une guerre, mais pas forcément de la manière dont les gens l'attendaient forcément. C'était vraiment une guerre de position, une genre de guerre froide, quoi, où ils peuvent pas utiliser leurs dragons comme ils veulent, quoi, parce qu'il y a une vraie escalade de la violence qui peut mener à des désastres, etc. Et c'est même très expéditif, quoi, les batailles, genre la bataille de l'épisode 4, quoi, où les dragons, en fait, dès qu'ils attaquent, ça détruit littéralement tout, en fait, sur son passage. C'est comme des espèces d'armes nucléaires, quoi. Et moi, c'est ce que je préfère, en tout cas, dans Game of Thrones et dans cette série, c'est les gens qui discutent. Je sais que c'est peut-être que je suis bizarre, hein, et je sais que, voilà, il y a beaucoup de dragons et c'est une part aussi très importante de cette série-là, mais moi, ça reste ce côté-là que j'aimais aussi dans Game of Thrones, un côté politique, des discussions entre les personnages, c'était vraiment ça que j'aimais beaucoup, quoi. Et je trouve que la saison 2 réussissait bien à brouiller de plus en plus la frontière entre gentil et méchant, entre Team Green et Team Black, parce que il y avait une promo en mode vous êtes Team Green ou Team Black avant le début de la saison 2, mais en fait tu regardes la saison 1, c'est très dur quand même d'être Team Green, quoi. Tu vois, juste si tu regardes que la saison 1 du côté d'Alicent, etc. Et je trouve que ça arrivait bien à brouiller la frontière un peu entre gentil et méchant du côté de Rhaenyra. Les persos devenaient un peu plus gris, et bon, là on va en reparler complètement, où là il y a complètement un changement de paradigme, et la team Green, en tout cas moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus appréciable, en tout cas j'avais beaucoup plus d'empathie envers eux, notamment Alicent vis-à-vis de ce qu'elle traversait, hein, vis-à-vis des hommes qui l'entouraient, mais aussi Dagon, le prince qui a brûlé, etc., qui est un personnage aussi un petit peu ambivalent. Mais c'est ça aussi que j'aime bien dans cette série, dans Game of Thrones en général, c'est que c'est des personnages assez gris, que tu sais, ils sont ni tout bons ni tout méchants, même s'il y en a quelques-uns qui sont voilà, très très méchants ou très purs, mais il y en a très peu, quoi. Il y a surtout une ambivalence des personnages, et voilà, moi j'aimais bien que aussi cette saison mettait vraiment au cœur de son récit la désacralisation, quoi, des Targaryens qui nous ont été présentés comme des limite des dieux, quoi. Enfin, Daenerys, c'est ça, quoi. La Daenerys, elle a 3 dragons, elle résiste au feu. Enfin, je veux dire, elle est vraiment, c'est limite une déesse, quoi, tu vois. Et là, tous les persos, ils allaient de défaite en défaite et de désillusion en désillusion, ce qui donne un côté un petit peu mal aimable, hein. Je peux l'entendre à la saison. Mais moi, j'avais beaucoup aimé, hein, même si je trouve qu'il y avait des facilités, notamment avec le personnage de Mysaria, qui servait surtout à téléporter les personnages, peu importe où ils allaient, quoi. C'était un peu abusé. Et évidemment, la fin de saison qui est
anticlimatique au possible, et on en reparlera, mais il y avait un peu ce truc là de ils avaient 2 épisodes à la fin qu'ils voulaient faire, ils n'ont pas pu le faire en raison de budget, de merger, parce qu'à l'époque il y avait une fusion d'HB, enfin bref, c'était plein de micmac, ce qui a fait que la C'est fin, vrai que ça se l'avait arrivé là, ouais. oui, il y avait plein de problèmes vis-à-vis de ça, puis il y avait la grève des scénaristes, il y a eu plein de problèmes de production, ce qui fait que la série finit sur un épisode 8 qui est en mode bah ça fait pas très fin de saison quoi, pour le coup quoi. Et toi, qu'est-ce que t'avais pensé de la saison 2? Ouais, non, moi ça avait été compliqué. Moi, en fait, je m'étais ennuyé, hein, tout simplement. Voilà, je voulais pas dire un gros mot. Donc voilà, je me suis ennuyé. Oh, tu peux le dire, hein, ça. Je me suis fait chier, voilà quoi. Non mais vraiment c'était. Non ouais, moi c'était compliqué et même là quand j'y repense, bah en fait j'ai pas beaucoup de souvenirs de la saison 2. La saison 1 m'a beaucoup plus marqué. La saison 2 c'est ouais, je sais pas, j'étais pas dedans. Il y avait Arenol qui m'avait saoulé là, l'arc de Demon. Oui, c'était un peu long. Mais ouais, c'était un peu long. Bah, c'était toute la saison, hein, de toute façon, avant la fin. Et c'est vrai qu'on te tease une guerre qui n'arrive jamais au final, et qui sera au final dans la saison 3. Et ouais, moi, ça parlait trop, quoi. Et j'ai aussi un problème avec les nouveaux persos que j'ai pas trouvé si attachants que ça. J'ai eu du mal. En fait, je sais pas s'ils les ont mal introduits ou quoi, mais moi j'ai pas d'attachement vraiment, et c'est un problème que j'ai même dans cette saison 3. C'est un problème d'attachement au personnage dans cette série, à part les plus gros, quoi. Mais à côté, j'ai un peu plus de mal. Et bah voilà, bah écoute, après on arrive dans cette saison 3. Cette saison 3, voilà, qui a 8 épisodes et normalement est voilà, complète. Il n'y a pas eu de problème de production apparemment. Mais n'hésitez pas à liker, à mettre les 5 étoiles à notre podcast, ça nous aide énormément. Et Ista, je te propose de passer à la critique. Ouais, on y va. C'est parti. L'heure est venue pour toi de devenir reine. La guerre civile des Targaryens entre dans une nouvelle phase. À Père Dragon, Rhaenyra prépare la reconquête du royaume et cherche à renforcer sa position face à Aegon II, dont le pouvoir reste contesté. Matt Smith, Emma Darcy, Steve Toussaint, Olivia Cook, James Norton et un tas d'autres acteurs. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de cette saison 3 d'House of the Dragon? Alors c'est un peu le bordel, parce que, bon déjà je pense que je l'ai préféré à la 2 quand même. Pour moi ça vaudra pas la 1, mais il y a des trucs, en fait, je dis que c'est le bordel parce que il y a des trucs que je trouve super, il y a des trucs que je n'aime pas du tout, il y a des trucs que je trouve sympas, et j'ai ce problème que je viens de dire juste avant, d'attachement au personnage, parce que voilà, il y a plusieurs morts dans cette saison, et en fait aucune ne m'a mis une once d'émotion à aucun moment. Voilà, donc j'ai l'impression d'être pas à fond dedans, pas complètement à fond dedans, et ouais, il y a des choix scénaristiques des fois que je trouve un peu bizarres. Et par contre, pour aller dans le positif, il y a des super acteurs, effectivement. Emma Darcy est incroyable, Matt Smith aussi, il est incroyable. Je trouve les deux, moi, dès qu'ils sont là, quand ils ont des scènes ensemble et tout, là, je suis dedans, je suis complètement dedans. Là, ils me chopent, là, ils arrivent à me choper. Et puis il y a des nouveaux, comme Ormond, que j'ai bien aimé, Gwen aussi, que j'ai bien aimé dans cette saison. Tout cet arc-là, il est pas mal. Par contre, j'ai détesté l'arc de Arenol, encore une fois. Je ne sais pas, cet endroit, je n'y arrive pas. Et l'actrice de la sorcière, je crois que j'aime pas trop non plus. Donc voilà, j'arrive pas à me faire un. Il y a Aegon aussi, j'aime bien Aegon parce que l'arc d'Aegon c'est The Office dans Game of Thrones, donc c'est un peu rigolo. Donc en fait, ouais, pour moi c'est un peu le bordel. Donc je dirais c'était sympa, mais c'est pas une série. Au final, je pense que je retiendrai comme une série que j'adore, quoi, malheureusement. House of the Dragon continue à être l'une des meilleures séries actuelles, autant dans les moments épiques que intimes, parce que là c'est bon, il y a des batailles, voilà, il y a de la guerre, il y a des dragons, et faut le dire, c'est vraiment dantesque quoi. Quand on a les combats, je pense à évidemment l'épisode 1, mais aussi l'épisode 8 qui m'a vraiment mis une vraie claque, vraiment visuelle, mais comme seul Game of Thrones sait les faire, mais aussi dans les storylines, moi vraiment le parcours d'Emma Darcy, le parcours du personnage de Rhaenyra, ça réussit tout ce que Daenerys n'arrivait pas en fait dans la dernière saison de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on prend le temps de te montrer le cheminement de ce personnage qui va devenir de plus en plus autoritaire, et il y a pas mal de parcours de personnages que j'aime beaucoup, Daemon notamment, Aegon. Bon voilà, tout n'est pas parfait, je pense qu'il y a des problèmes de rythme, on sent clairement que le début de cette saison c'est un peu la fin de la saison dernière, il y a des storylines qui avancent un peu moins bien et ou qui sont un peu plus ennuyante, hein. Je pense notamment à celle de Aemon à Arenol, mais au global, moi je trouve qu'en termes d'écriture, en termes d'acting, de personnages et de mise en scène, ça reste le haut du panier des séries que j'ai regardées, quoi, tout simplement. Donc ouais, moi c'est une grosse réussite cette saison 3 d'House of the Dragon. Après, bon, ceux qui me connaissent, c'est pas une surprise. Et je tiens à dire,
parce que voilà, on va régler ce problème. On n'a pas lu les bouquins, donc il n'y aura pas de comparatif bouquin ou je sais pas quoi. Nous, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, on les a pas lus et c'est pas grave. Tu sais quoi, je vais commencer avec les trucs peut-être que j'aime le moins, comme ça je vais les balancer direct. Ok. Je trouve qu'il y a quand même des problèmes de rythme dans cette saison. En fait, les 2 premiers épisodes, c'est vrai que moi, dès que je les ai vus, j'ai fait, on dirait les 2 derniers de la saison d'avant. Enfin, il y a un truc directement qui se remarque, quoi, et je pense que ça crée un côté un petit peu peut-être déséquilibré à la saison, dans le sens où en fait, tu sais, t'as les 2 premiers épisodes, même 3 premiers épisodes qui sont très intenses, et t'as les 2 derniers aussi qui sont intenses, et au milieu, du coup, il y a un truc un peu plus qui ressemble à un rythme de la saison 2, mais du coup je pense qu'il y a un peu ce truc un peu en vague de le début fort, après ça se calme un peu et puis après ça repart fort, voilà. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui vont te dire, par exemple, les épisodes 5 et 6 sont plus ennuyeux que les autres. Je pense qu'il y a c'est un peu le consensus aussi, c'est que bon voilà, globalement quand il y a des personnages qui parlent pendant tout l'épisode, c'est un peu, enfin il y a un peu un ventre mou sur certaines storylines, surtout qu'on sent que les 4 premiers épisodes se focus beaucoup sur Rhaenyra quand même, quoi. Il y a un gros focus sur Rhaenyra, sur ce qu'elle vit au château, etc. Et les épisodes 5 et 6, on a l'impression qu'on se focus beaucoup plus sur des storylines de personnages beaucoup plus secondaires qu'on n'a pas trop vu avant, genre Kristen Cole ou des persos comme ça. Donc je pense que ça se sent un petit peu dans la série, et je fais paraître pour un fou, mais moi je préférais quand même le rythme de la saison 2, dans le sens où il était plus cohérent. C'est-à-dire que tout du long, je trouve qu'il y avait une vraie cohérence dans son rythme. Après, on l'aime ou l'aime pas, hein, tu vois, mais je trouve que là, il y a des envolées, des moments un peu sardessants. Tu vois, c'est un peu plus bordélique, même quand tu le disais, hein, dans la structure, quoi. Oui, bah complètement. C'est vrai que les 2 premiers, ils font vraiment finale de saison 2, quoi. Ça fait que ça donne un truc où direct on t'envoie le pâté, quoi, et pendant 2 épisodes, et après t'as l'impression que l'épisode 3, c'est l'épisode 1 de la nouvelle saison, normalement. Ça aurait dû être ça. Oui, c'est peut-être un peu ça, ouais. Ouais, il y a un délire un peu comme ça, parce que ça, en plus, le fait que Rhaenyra change de statu quo, ça fait un peu, ouais, tu sais, fin de saison, et puis début de saison pour ce moment-là, quoi. Vraiment, et oui, oui, je suis d'accord que logique, c'est plus cohérent la saison 2. Même le regard de fin de l'épisode 2, où entre Alicent et Rhaenyra qui se regardent juste après qu'elle ait tué son père, tu sais, il y a un truc un peu genre, ouais, dans la saison d'après, etc. Il y a un peu ce truc là, quoi. Oui, voilà, oui. Non, mais sur ça, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que le rythme est un peu bordélique, ouais. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas pu les faire à l'époque. Il y a 2 ans, mais ça en parlait déjà que je sais pas si c'était des problèmes de budget ou si c'était par rapport à la fusion, mais qu'il y avait un truc qu'ils pouvaient pas les faire, en tout cas. Enfin, c'était pas possible pendant le tournage de les faire, donc voilà. Et de toute façon, ça sent que l'épisode 8 de la saison dernière, ça fait pas fin de saison, et ça tease plus qu'autre chose que la saison d'après, tu vois. Alors que là, le dernier épisode, il y a les 2, quoi. Il y a un truc de finale un petit peu épique qui nous a été promis vis-à-vis de j'ai oublié du nom de la ville, etc., qui est un enjeu de toute la saison, et en même temps ça te tease un peu la saison d'après, ça fait les 2, alors que l'épisode 8 de la saison d'avant préparait juste la bataille d'après, quoi. Il y avait un peu ce truc là, quoi. Et peut-être aussi, deuxième problème, et après j'ai des problèmes dans certaines storylines, mais je pense que quand on parlera des storylines spécifiquement, je pense qu'on pourra les aborder, mais c'est les téléportations, quoi. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, quand ça arrange le scénar, donc les personnages se retrouvent à un endroit, à un autre. Enfin, je veux dire, Alicent, par exemple, qui sort de Port-Réal et qui va à Harrenhal, mais toute seule, et puis elle repart toute seule et tout, tu fais... Bon, alors, je suis pas sûr que ça marche comme ça, quoi. Donc tu sens quand même des facilités à ce niveau-là, où il y a pas du tout la sensation de voyage que tu pouvais avoir dans Game of Thrones, et là ça se rapproche plus des 2-3 dernières saisons de Game of Thrones, du fait que... Où ça se téléportait aussi, quoi. C'est ça se téléportait aussi. Après, Game of Thrones, ça s'expliquait par le fait qu'il y avait beaucoup moins de personnages, donc tu t'allais pas faire... tu pouvais pas faire passer le temps, en fait, autrement, quoi. Parce que dans Game of Thrones, c'était simple, tu faisais qu'un personnage part, puis tu mettais 50 personnages entre le moment où le personnage part et où tu retrouves ce personnage, pour avoir vraiment une sensation que le temps est passé. Alors que là, tu peux pas, puisque... les personnages sont très statiques, ils sont à des endroits, tu vois, par exemple Aemond à Harrenhal, Rhaenyra qui est à King's Landing, tu vois, donc ils sont à des endroits précis, et donc tu peux pas faire passer le temps autant que dans Game of Thrones, quoi. Mais là je trouve que ça sent beaucoup, il y a des facilités à ce niveau là où les personnages, même dans le dernier épisode, t'as
Ulf par exemple, et on prévient, on spoil, hein, mais voilà, mais Ulf qui est bourré et on le retrouve pas, mais dès qu'on le retrouve, il doit retrouver son dragon et il sort de la ville, mais au calme quoi. Il sort de la ville au calme et puis il retrouve son dragon tranquille. Il y a Alors qu'il y a pas une mal baston, de quoi. moments comme ça et tu fais, ok, ça arrange bien quand même le scénar et ce que vous voulez raconter à certains moments quoi. Oui, non, mais il se téléporte beaucoup, c'est vrai, c'est un des problèmes. Après, Alicent, elle n'a pas été tout seul à Renault, elle avait un mec avec lui, mais bon. Oui, mais bon, t'as compris. Je veux dire, elle part avec 2 plantins et elle y va et puis elle repart. Enfin, mais c'était qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, tu vois. Ouais, il y en a plein. C'est vrai qu'ils font un peu l'aller-retour. Alors qu'à côté, Christian Cole, il a l'air de galérer, mais je sais pas. Les autres, ils se téléportent, ils vont très vite. Après, bon, on parle de Game of Thrones, on parle de dragons aussi. House of Dragon, c'est ça. Hein, et moi, je trouve que pour le coup, mais en fait, plus ça avance, plus les dragons, j'adore vraiment ce qu'ils en font, quoi. Vraiment, pour le coup. Pas déjà dans les designs, effectivement, ça a été beaucoup remarqué, mais ils mettent un point d'honneur à faire que chaque dragon, enfin la plupart, parce que peut-être pas tous, mais en tout cas, énormément de dragons et sa propre personnalité, déjà juste physiquement, quoi, dans le design. Caraxès, il est absolument, enfin, je trouve que c'est un dragon absolument superbe. Et là, Vermithor, enfin, non, pas Vermithor, voleur de moutons dans cette saison qui a une espèce de bouche qui est complètement décharnée. Enfin, ils ont toujours des bonnes idées en fait pour les mettre en valeur. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chacun a une vraie personnalité, quoi. En fait, les dragons, quoi, c'est assez drôle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste des armes à feu que les Targaryens peuvent utiliser. Ils servent évidemment à ça. Hein. Ils ne lésinent pas pour montrer leur pouvoir de destruction quand il le faut, quoi. Mais contrairement à ceux de Daenerys qui étaient vraiment juste des armes, parce que je t'avoue que Daenerys, moi je me souviens de Drogon, mais ils avaient pas vraiment de personnalité, ces dragons, c'était juste des dragons, quoi, tu vois, pour le coup. Non, pas du tout, ouais. Et je trouve que là, ils ont réussi à faire un truc qui est pas facile, mais quand t'es dedans, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est que chaque relation entre dragonnier et dragon, bah en fait, la personnalité d'un dragon, ça match entre guillemets la personnalité de son dragonnier, tu vois, genre Daemon et Caraxès ou un truc comme ça. Il y a un truc de relation un peu fusionnelle en fait qui se crée entre eux. Et parfois, on n'arrive pas à savoir si c'est les dragons qui réagissent eux-mêmes ou s'ils réagissent vis-à-vis des émotions de leur dragonnier. Moi, je pense qu'il y a l'épisode 7, c'est super pour ça, quoi. C'est-à-dire que l'épisode 7 où il y a Rhaenyra qui va retrouver Rhaena, puis il y a Daemon, etc. Il y a tous les dragons qui s'embrouillent et on comprend pas si les dragons s'embrouillent vraiment parce que c'est des dragons ou ils s'embrouillent parce que leur dragonnier, il y a une vraie émotion, tu vois, qui se traduit à ce moment-là et du coup qui fait qu'en fait ça se tape, quoi. Et je trouve que enfin, il y a vraiment quelque chose qu'ils ont vraiment réussi à retranscrire avec les dragons où c'est pas juste des armes et tout. Et même, je trouve que ça sert le propos parce que cette personnification des dragons, ça participe aussi au principe de désacralisation des Targaryens qui avait été déjà amorcé dans la saison d'avant, où en fait les Targaryens sont pas forcément les guerriers dominants qu'ils pensaient et que les dragons, ils ont aussi leurs propres émotions et leur propre vie, quoi, en fait. Et Rhaena, elle a appris ça de manière dure, quoi, pour le coup, quoi. Et moi, j'étais absolument fasciné par la manière dont ils ont de les filmer, c'est-à-dire que je parlais du combat, évidemment, avec voleur de moutons dans le set, qui est assez fantastique, mais de voir des dragons se battre ou de semer la destruction, je trouve que là, en termes d'effets spéciaux, évidemment, c'est dingue, mais toutes ces vues de dessus où les dragons, ils arrivent, ils brûlent des bateaux, des foules de population, je trouve que c'est absolument, c'est splendide dans le sens où c'est hyper bien fait, quoi. Et il y a même un côté organique que je trouve qu'ils ont rendu à ces êtres vivants, c'est-à-dire que les ailes au vent, tu vois les vibrations de leurs ailes, de l'eau, il y a certains plans, je sais, ils les mettent pour quelques secondes, mais c'est un dragon qui qui est dans l'eau, ou je sais pas ce qu'il fout, et donc tu vois l'eau qui est sur ses écailles, etc. Ça doit coûter tellement cher, je pense, ces plans-là, ça doit être une dinguerie, mais c'est vraiment pour te faire ressentir tout le côté organique, en fait, de la série qui est vraiment, quoi. C'est-à-dire que, et toute la série là, hein, pas forcément sur les dragons, mais c'est-à-dire les fluides, la boue, la crasse, le vomi, etc., les effusions de sang, évidemment. Enfin, je veux dire, la série, elle a un côté organique que Game of Thrones a toujours eu, mais là, en plus, en ajoutant les dragons, je trouve que c'est une vraie réussite, quoi. Oui, les dragons sont vraiment réussis. Bah oui, c'est vrai que voilà, ils ont une personnalité assez forte. Et oui, t'as ce côté où ils peuvent se retourner même contre leur maître ou quoi. Enfin, ça reste des dragons. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être les personnages, tu vois, que s'ils meurent, en fait, c'est vraiment eux, ça me fait chier. C'est plus les dragons que les personnages humains qui me convainc un peu plus là-dessus. Mais c'est surtout parce qu'ils ont leur personnalité propre, je pense que juste, enfin, ils se comportent comme des bêtes, quoi. En fait, tu sais pas trop si c'est des chiens, ouais, un peu un animal domestique, un peu, ouais, c'est chien ça, ou chat, quoi. Des animaux domestiques, mais qui sont un peu peu enfin, tu vois, ou tu sais, c'est un peu des chiens, mais qui sont pas toujours très fidèles à leur maître, tous, tu vois, pour le coup, quoi. Il y a un peu ce truc là, et c'est un truc en plus qui a été critiqué, mais qui était déjà amorcé, je trouve, dans les autres saisons, quoi. Par exemple, la Aemond,
quand il tue dans la fin de la première saison le fils Vagar, de Rhaenyra avec Vagar, en fait il veut pas le tuer, il veut juste lui faire peur, tu vois, il veut le faire peur, mais en même temps Vagar c'est une bête sauvage, donc tu commences à jouer avec le feu, bah au bout d'un moment Vagar il le prend, il le chope et le bouffe, quoi, c'est terminé, tu vois, et après il y a une escalade de la violence comme ça, quoi, donc voilà, quoi. Mais après pour le côté brutal, violent et tout, bah là c'est encore une fois c'est super bien retranscrit, je veux dire les batailles sont dingues, quoi, vraiment, et bah c'est rare, enfin c'est pas rare puisque c'est dans l'univers Game of Thrones qu'on voit ça, mais comme ils arrivent à gérer sur plusieurs niveaux, avec évidemment les dragons, etc., c'est-à-dire l'air, la terre et parfois la mer, hein, notamment le premier épisode, sur plusieurs niveaux et sur différents endroits en même temps, ils arrivent quand même à pas nous perdre dans un chaos total de bataille. Et l'épisode 8, je pense que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'était le plus impressionnant, je pense que plus même que l'épisode 1, vraiment dans le côté destruction, etc. C'est-à-dire qu'il s'attarde vraiment sur la dévastation plutôt que la grandeur et l'héroïsme, tu vois. C'est un truc qui était très tu vois, la bataille des bâtards, elle a un côté qui était hyper bien fait, je l'adore, mais elle a un côté un peu galvanisant à la fin quand les héros gagnent, tu vois, pour le coup. Alors que là, il y a un principe quand même dans cette série, c'est qu'aucune bataille n'est vraiment gagnée par personne, quoi. C'est-à-dire que c'est des batailles qui ont des goûts de défaite, quoi, en fait. C'est-à-dire que on va s'attarder évidemment sur les personnages qui brûlent, les gens qui sont amputés, les enfants, carrément, là, dans le dernier épisode ils ont pété les plombs, ils ont mis les enfants qui se font défoncer, etc. Oui, qui ont les mains en moins et tout. Et il y a une attention vraiment à ce que ça matche les thématiques de la série, à ce que chaque moment où les dragons sont utilisés, en fait c'est vraiment, il ne reste que de la dévastation, quoi, vraiment, et que tu sens vraiment les choses. Chaque victoire militaire est pas traitée comme une victoire, quoi. À aucun moment ça crée, comme j'ai dit, de la satisfaction. Oui, t'as gagné la bataille, je veux dire, l'épisode 1 c'est techniquement l'équipe de Rhaenyra qui a gagné la bataille, mais à quel prix, quoi. Je veux dire, à la fin ils ont perdu un dragon, ils ont perdu un fils, et c'est pareil pour la bataille finale. Je veux dire, les deux côtés ont perdu, tu vois. Au final, bon, Ormond il est mort, mais la ville elle est à feu et à sang. Je veux dire, Rhaenyra le peuple va lui en vouloir que la ville a brûlé et que les gens sont morts dedans. Ils ont perdu un dragonnier puisque Hull fait partie avec son dragon, etc. Donc est-ce que quelqu'un a réellement gagné? Bah non, pas tellement, quoi. Et c'est un peu les thématiques aussi de cette série, c'est que en fait il y a une escalade de la violence et c'est un peu une bataille de bourgeois, et en fait ceux qui trinquent le plus, bah forcément c'est les pauvres gens qui sont au sol et qui se font cramer, quoi. c'est toujours ça, quoi. Non mais après moi j'ai eu du mal avec je t'avoue que j'ai eu du mal avec l'épisode 1, voilà. Déjà le brouillard, j'ai pas trop aimé, il y avait beaucoup de brouillard là à ce moment-là, quand ils font la guerre là. Visuellement ça m'a pas trop plu en fait, mais j'ai préféré le final. Sur le coup le final, la bataille dans le final est vraiment pas mal. Ouais, bah, je vois ce que tu veux dire sur le côté brutal et violent des dragons et le côté destruction. Oui, bah c'est de toute façon ça va être l'idée, ça va être que de la destruction, et à la fin tout le monde va crever, quoi. Enfin j'ai l'impression que c'est ça la série. De toute façon c'est ça que ça raconte aussi, c'est la fin d'une ère. De toute façon c'est la fin des dragons techniquement, donc après ça il y aura plus de dragons quasiment jusqu'à Daenerys, donc bah c'est ça, forcément ça va finir dans en Night of destruction. Seven Kingdom il y a pas de dragon du tout, quoi. C'est ça. Ils en parlent comme des mythes, quoi. Donc ouais, c'est là, ça veut dire que ça va être la fin des dragons dans la prochaine saison. Faut se préparer. Bah sûrement, ouais. Ça fait chier. Sûrement ça va. Et je pense pas que ça va aller pour le mieux, quoi. Et je pense évidemment aussi à ce super moment du dernier épisode où Daemon à ces moments au ralenti, où on regarde autour de lui, il voit juste la destruction totale, il voit ils ont perdu un dragonnier, etc. Et il y a la musique d'ailleurs absolument sublime de Ramin Djawadi, mais bon, et on dit ça, mais bon, comme à chaque fois, quoi. Tu vois, Ramin Djawadi c'est le GOAT, quoi. Et donc moi je trouve que cette attention à la destruction, à la dévastation, etc., je trouve que ça sert complètement le propos de la série. Et même au niveau de la fatalité, par exemple, je trouve que la série a un pouvoir, mais que Game of Thrones avait évidemment, mais qui est assez fort. C'est que déjà dès le premier épisode, on va te rappeler que personne n'est safe, quoi. Dès le premier épisode, tu vois, tu recommences la saison, il y a un mec qui meurt, tu vois, un mec que t'as suivi jusque là. Et surtout que Game of Thrones, ils ont ce truc ils attendent pas que le mec a fini son évolution, quoi, entre guillemets, hein, tu vois. C'est-à-dire que il y a des personnages qui ont des trajectoires, tu sais, et c'est pas parce que le personnage il a forcément une trajectoire qui lui est peut-être prévue ou quoi, ou tu sens que le mec va devenir un personnage important. Je pense à Robb Stark par exemple, ou des trucs comme ça. Non, la série, il y a une mort expéditive, mais d'un coup, quoi, qui est hyper cruelle, quoi. Tous les morts sont hyper cruels et pas héroïques du tout, quoi. Tous les persos meurent dans la désacralisation la plus totale, quoi. Jaehaerys, qui est son dragon, etc., il meurt dans l'eau avec 2 flèches comme ça, comme un pauvre plouc, etc. Et pareil pour Kristen Cole, quoi. C'est complètement ça, quoi. Enfin, Kristen Cole, ça m'a choqué parce que c'est un personnage qui était important dans les 2 premières saisons. Là on le voit beaucoup moins.
pour le coup. Mais en fait, il a ce côté hyper désabusé qu'il avait un peu dans la fin de la saison d'avant, où le mec ressent plus grand chose, il est complètement traumatisé en fait par la guerre, et tout ce qu'il veut, c'est mourir son épée à la main avec juste sa gloire, c'est tout ce qui lui reste, quoi, en fait, au final, le pauvre. Et même ça, il l'a pas, quoi. C'est-à-dire que il meurt en début d'épisode, même pas en combat direct, tu vois. Surtout qu'il y a un truc qui est assez beau qui se joue, je trouve, avec son personnage, où il prend le mouchoir de Alicent dans la main. Il y a un truc un petit peu de honorable, en fait, qui veut conserver, etc. Et le mec se prend une flèche dans la tête et tout, et c'est fini, quoi. Genre, le mec meurt comme un nobody. Il a même pas eu le droit à sa mort, tu vois, glorieuse, etc. De chevalier. Ouais, c'est ça, de chevalier. Il finit au bout d'une pique. Après, on voit sa tête, tu vois, c'est terrible, tu vois. Et je sais que toi, tu l'aimes pas forcément, Christian Cole, mais moi, il y a un truc qui m'a touché un peu sur lui, alors que bon, c'est un connard, hein, je ne défends pas ce personnage, en fait c'est un bon perso, mais il y a un truc un peu qui me touche un peu sur ce personnage, où au final, peu importe ce qu'il a fait, tous les accomplissements, tout ce qu'il a servi et tout, ça a servi à rien, quoi. Il a fini par être balayé comme n'importe qui, quoi, comme un nobody, quoi. Et je trouve que c'est assez puissant dans les thématiques de la série, ça. Ouais, mais après, moi, c'est pas que j'aime pas Christian Cole, c'est que j'ai l'impression de en fait, j'ai l'impression de l'avoir vu surtout en saison 1, en saison 2, une fois qu'il part en bataille, je sais pas, j'ai l'impression de pas être tellement. Parce que j'ai vu plein de gens qui ont dit, ouais, c'est un connard et tout, mais en fait, le seul moment où il fait des moves de connard, c'est la saison 1. Oui. Après, une fois qu'il est avec les Verts, il est avec les Verts, quoi. Et donc moi, j'ai pas trop compris pourquoi les gens étaient tous énervés en mode, ouais, c'est trop bien qu'ils soient morts et tout. Mais moi, j'étais en mode, c'est juste que quand il meurt, bah moi, j'ai aucune émotion, parce qu'en fait, je m'en fous. C'est ça mon gros problème avec la série, c'est que tous ces personnages là, moi, j'ai pas l'impression d'avoir passé assez de temps avec eux, bah, pour être attaché, quoi, pour être attaché à eux. Et ça, c'est mon souci là où les Game of Thrones, les Jon Snow, les Arya Stark, les machins, il y en avait plein. Bon, bah j'étais avec eux, quoi. Là où tu vois un Joffrey qui était détestable, mais parce qu'en fait on n'en pouvait plus, il mourait pas et il arrêtait pas de faire des trucs horribles. Et il y avait ça aussi. Là, c'est peut-être aussi le fait que ce soit 8 épisodes, le format aussi, hein, qui fait que bah ils peuvent pas non plus faire un truc énorme non plus. Il faut bien tuer des personnages parce qu'on est dans l'univers des Game of Thrones. Ça fait que ouais, j'ai un peu des problèmes avec d'attachement aux personnages. C'est-à-dire que quand Jaehaerys il meurt, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis plus en mode, qu'est-ce que ça veut dire pour Rhaenyra, que j'ai que je suis triste pour le personnage, en fait. Je suis plus en mode comme un peu de ce que j'ai compris le livre, un peu comme si je regardais une fresque historique, quoi. En mode lui il est mort. Voilà, tu vois. Mais par contre, les dragons, ça me fera chier, je pense. Ça me tue, les gens. Ils sont plus attachés à des bêtes que. Après, c'est la vérité, même dans les films, quand les chiens ils meurent, alors qu'ils les connaissent pas forcément, les gens pleurent et tout. Il y a un peu ce truc-là de âme un peu innocente, tu vois. C'est juste des bêtes qui meurent quand c'est des personnages, etc., quoi. Après, je peux comprendre ce que tu veux dire, surtout cette saison. Christian Cole, on sent que, il devait mourir là, sûrement dans les bouquins ou quoi, il avait plus d'arc, tu vois, son arc il s'est fini dans la saison 2 et tout, et là c'est ce moment qu'il meurt là. Mais après, moi, il y a des trucs qui me touchent vraiment dans son personnage, dans les ambivalences et tout de son personnage, mais je peux totalement comprendre, quoi. Mais après, ce côté des illusions, en fait, sur les personnages, pas d'héroïsation, moi je trouve que c'est peut-être un côté un peu repoussant, je pense, aussi à la série. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'on voit des persos qui n'ont absolument rien d'héroïque, enfin, en tout cas qui finissent pas du tout héroïque, quoi, et on suit quand même des bourgeois qui se tapent dessus pendant 8 épisodes, hein, faut le raser. Mais après, je trouve que la série a un recul dessus, c'est-à-dire que la série est consciente de ça, quoi. C'est-à-dire que, et là, je pense quand même c'est difficile maintenant, quand on voit tout le parcours des personnages, de se dire, il y a Team Green ou Team Vert, quoi. Enfin, Team Green ou Team Noir, quoi. Enfin, vraiment, ça me paraît un petit peu compliqué, quoi. Tu vois, Ulf à la fin, quand il dit ouais, fuck you two, et qu'il pète les deux. Et j'étais un peu avec lui, j'étais en mode ouais, t'as raison, crame-les tous là, il me casse les couilles. Non, mais c'est vrai que pour le petit peuple, au final, il n'y a pas de bon camp, et il n'y aura jamais de bon camp parmi cette famille royale qui se croit péter plus haut que leur cul, quoi. Et il y a une thématique qui revient dans cette saison qui est absolument un petit peu partout, enfin en tout cas sur la moitié des personnages au moins, c'est la question de la légitimité, quoi. Qui est légitime d'être sur le trône, qui est légitime d'être à sa place, etc. Bon, la réponse c'est que pas grand monde, mais que quasiment tous les personnages se questionnent sur ça. Bon, évidemment, Rhaenyra dans un sens, mais aussi Aegon, aussi Aemond, toute la famille Velaryon, il y a tout un rapport avec la légitimité des fils, de Rhaena, évidemment, de tout ça. Même Bella, quelque part, même des personnages qui sont pas forcément des rois ou quoi. Mysaria, on en reparlera aussi, qui a un peu qui va se faire remettre en question sa place aussi dans ce système-là. Donc il y a pas mal de trucs à ce niveau-là, et je propose de parler de peut-être, moi je trouve le meilleur personnage de cette série assez facilement, pour moi c'est Rhaenyra. Franchement, avec de toute façon ces 3 saisons, je pense que c'est
c'est pour moi assez clair que vraiment il y a toute une intention vraiment particulière sur ce personnage, et je pense que bon là, c'est assez central, j'imagine, dans les livres, etc., mais même si je les ai pas lus, mais on va dire dans sa quête du trône, qui en fait qui est là dès le début, techniquement dès le début de cette saison, l'épisode 2, elle a le trône, en fait, techniquement elle a gagné son but, mais en fait c'est encore une fois dans cette série, elle a le trône, mais on a l'impression que c'est une défaite, encore une fois, elle est en train de pleurer sur son trône qui est beaucoup trop grande pour elle, et les problèmes sont absolument loin d'être finis à ce niveau-là, et là la question se pose, est-elle faite pour être reine, quoi? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fait pour être roi aussi? Ça, c'est une plus large question, mais c'est-à-dire que dès le début où Daemon lui dit qu'elle doit tuer quelqu'un, et elle doit tuer Otto, et la meuf peine à soulever l'épée, quoi. Elle peine à soulever l'épée, elle est en pleurs, elle galère à le tuer, quoi. Oui, elle galère de tracher la tête, ouais, elle loupe la première fois. Et là, tu sens que toute la saison, ça va être ça, d'avoir le poids de toutes ces responsabilités qui est sur elle, et elle a tellement été nourrie dans sa tête, en fait, que c'est la reine, hein, que voilà, elle était... Ouais. Oui, bah dès la saison 1. Bien sûr, dès la saison 1. Et elle aurait dû l'être techniquement, je veux dire, c'est elle qui a été désignée par son père, etc., mais elle a été contredite pour des relations, pour des raisons de gens qui veulent s'accaparer le pouvoir, de misogynie évidemment qu'elle a subi, mais il faut pas oublier, et je pense que la série le remet bien en contexte, même pour tous les personnages, c'est des bourgeois de merde. C'est des bourgeois de merde, c'est-à-dire que je pense qu'elle a montré de base des bonnes intentions, je pense Rhaenyra, hein, etc., et elle veut pas régner par la peur, etc., au début, elle va être une bonne reine, etc., mais en fait, elle est pas plus compétente qu'une autre. Et je pense que c'est ça aussi que beaucoup de gens peut-être ont du mal à avoir en travers de la gorge, etc. Mais en fait, oui, les Verts, ils ont un côté plus psychopathe et c'est une famille un peu plus tarée. Mais en fait, elle est pas plus compétente que les autres pour être reine, en fait, Rhaenyra. Et il y a jamais quelque chose qui a été montré comme ça, en fait. Je veux dire, Rhaenyra, elle est... En plus, c'est terrible, quoi. En fait, je trouve que c'est terrible quand t'arrives à ce moment-là d'un personnage que t'as suivi pendant 2 saisons et t'es en mode que tu es un peu derrière elle, et en fait, tu te rends compte que ce personnage pas forcément les épaules pour être roi. Et après, il y a pas mal de contextes, évidemment, d'éléments extérieurs qui viennent évidemment, c'est pas juste elle qui est pas faite pour être roi, il y a tout plein d'éléments qui sont sur sa route, que les gens mettent sur sa route pour qu'elle y arrive pas, évidemment. Mais quand tu la vois par exemple s'adresser au peuple, il y a cette scène où elle est en mode audition, et tu sais, bah, c'est un truc qu'on avait déjà eu dans la saison 2 avec Aegon. Il y a pas mal de parallèles avec Aegon, où les gens du peuple viennent faire des requêtes, et évidemment le roi ou la reine y répond, et on voit que la meuf sait pas du tout s'adresser au peuple, quoi. Elle a aucun tact, elle sait pas comment parler, et en fait moi c'est un truc qui m'a frappé, je me dis mais est-ce que j'ai déjà vu Rhaenyra parler à un mec du peuple, un paysan, en fait, tout simplement, en fait, depuis le début de cette série, tu vois. Je n'ai jamais vu parler à un mec du peuple, quoi, ou à quelqu'un, quoi. Et évidemment qu'elle ne sait pas s'adresser à des gens, à leurs problèmes, etc., quoi. Et de toute façon, elle a tellement été obsédée par le fait d'être légitime que, en fait, juste gérer le royaume ou quoi, enfin voilà, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et je trouve que le parallèle avec Aegon est pas mal, parce que Aegon nous a pas été présenté comme un bon roi, faut pas déconner. Pour le coup, c'est un mec qui est pas très bon, mais c'est un mec qui a côtoyé le peuple. C'est-à-dire que c'est un mec qui hésitait pas à sortir, bon, aller se bourrer la gueule et faire des conneries, etc. Mais il a côtoyé le peuple, et donc il a une relation avec les gens, avec la manière dont il s'adresse avec les gens, qui est beaucoup plus facile pour lui. Et je trouve que c'est là où tu vois le parallèle, et ça, au niveau de qui est légitime de faire quoi ou quoi. Et après, bon, bah, évidemment, il y a tous les problèmes du royaume, c'est-à-dire que les Verts, ils ont enlevé tout l'argent qu'il y a dans ce royaume, donc ils ont plus d'argent, mais il faut nourrir le peuple, mais le peuple du coup se met en colère. Il y a le rapport évidemment à la religion, donc t'as l'espèce de septon qui va voir Rhaenyra, et c'est pas dit, mais pour moi c'est clairement comprendre qu'il y a un rapport misogyne que le mec a, et qui veut pas du tout adouber Rhaenyra du tout pour ça. Et il y a évidemment plein de décisions dures à prendre, et je trouve que l'épisode 3 il est vraiment génial pour ça. C'est pour montrer que chaque décision qui va dans un sens, ça fait reculer dans un autre sens, et en fait c'est comme ça qu'elle va se mettre le peuple à dos, quoi, en fait, et ses alliés aussi, quoi. Et l'épisode 3 en termes de mise en scène, c'est mon épisode préféré de cette saison, pour le coup. C'est-à-dire qu'on sent le poids des responsabilités, quoi. On est vraiment caméra posée sur Rhaenyra, avec des longs plans qui sont même des plans séquences à certains moments où elle a pas le temps de souffler, en fait, où il y a aucun temps mort dans cet épisode, où c'est assez long plan, chaque minute. Tu vois la vie d'une reine, quoi. Mais c'est ça, mais en fait, où elle a des responsabilités d'un coup qui lui tombent dessus, où chaque minute, il y a une nouvelle requête qui lui vient. Est-ce que tu peux légitimer mes bâtards, putain, le peuple, ils ont besoin d'être nourris, et tu sens l'épuisement progressif dans le rythme de cet épisode, etc. Et t'as toutes les problématiques de reine qui
qui lui incombe. Et en plus, je trouve qu'il y a une idée de génie, c'est vrai aussi que tu verras jamais dans des trucs médiévaux. Elle a ses règles, quoi. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que c'est un truc aussi que tu ne verras jamais dans des trucs de médiéval. C'est-à-dire qu'elle a ses règles et ça la travaille et ça la, évidemment, ça la met mal. Elle a mal au ventre. On voit qu'elle a mal à la tête et en plus de ça, tu vois, il y a sa féminité aussi qui ressort. Et là, faut en parler, mais l'acting qui est absolument incroyable de Emma Darcy, mais vraiment toute cette saison, je la trouve absolument folle dans le déchirement du personnage à chaque action cruciale, etc. Pour moi, c'est mais de loin une des meilleures actrices qu'on a actuellement, quoi. Ouais, bah, elle est incroyable tout le long de la série, mais déjà depuis la saison 1. Bah, en tout cas, Rhaenyra, c'est un personnage qui a eu deux très bonnes actrices, parce que Emilia Alcock aussi était chouette, la version jeune. Et Emma Darcy, ouais, moi je trouve que, en fait, tu sens l'actrice de théâtre anglais, tu sais. Enfin, il y a ce truc-là, je trouve, elle a ce truc-là où elle se donne à fond, quoi. Elle se donne vraiment à fond. Et vraiment, elle arrive toujours à délivrer bien. Comme je disais, moi, dès qu'elle est là, moi, je suis dedans, quoi. Et elle a pas des trucs faciles à jouer parce qu'il y a des moments où elle doit jouer des ambiguïtés dans son personnage qui sont durs à jouer, mais aussi des moments de crise ou des crises de panique ou des trucs comme ça tu peux vite aller dans le surjeu, etc. Et elle garde toujours une posture et un truc qui fait que tout de suite ça t'accroche, quoi. C'est assez fou. Après, avec ce que tu disais sur moi, j'avais envie de dire la monarchie, c'est de la merde de toute façon. De toute façon, n'importe qui a une roi, une reine, ce sera toujours de la merde de toute façon. N'importe qui tu mets sur le trône, le système en lui-même est un problème, en fait. Donc c'est complètement ce qui est montré dans la série, c'était que le pouvoir corrompt, quoi. En fait, peu importe. Ouais, c'est ça. Qui est au-dessus du système, le système corrompt les gens, quoi, en fait. Et elle en perd complètement après de plus en plus son humanité et sa boussole morale pour gouverner, quoi. Dans ce système-là, elle se sent obligée d'être une impératrice autoritaire, etc., quoi. Et c'est amorcé dès la mort d'Otto, quoi. En fait, où elle sent que elle se sent partir, même si elle se l'avoue pas elle-même. Et ça, c'est très fort dans son jeu, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à montrer quelqu'un qui est en train de devenir fou, autoritaire, etc., mais qui veut pas se l'avouer elle-même, quoi. Elle est toujours persuadée, jusqu'à l'épisode 7 ou 8, qu'elle est encore bonne et qu'elle est, tu vois, qu'elle est encore une reine qui est gentille, quoi. Elle dit des trucs, genre, Alicent, pour qui tu me prends et tout, je suis pas méchante, machin, voilà. Mais en fait, ce qu'elle fait à Elena et tout, c'est pas cool au final, tu vois. Alors que, tu sais, elle a dit, ouais, je vais m'occuper d'elle et tout, genre, en mode, je vais être très gentil, mais au final, c'est vrai qu'elle fait que des trucs assez méchants. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas, moi j'ai eu juste sur un épisode, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle est devenue Dark Rhaenyra en un claquement de doigts un peu, je sais pas, ça m'a fait un truc bizarre. Je trouvais ça un peu abrupt quand même si je vois l'idée, ça m'a fait un peu bizarre, je trouve. Moi je trouve qu'en fait, son personnage réussit là où Daenerys avait échoué, quoi. Et Daenerys, après, je sais pas si c'était prévu, Daenerys, qu'elle finisse comme ça, mais en tout cas, quand tu regardes la série, ça se ressent pas. Ça se ressent pas du tout. Je pense pas que c'était prévu. Je pense pas, parce que, en fait, t'as l'impression que ça arrive à la saison 8. Genre, t'as eu 7 saisons de Daenerys qui a été montrée pendant 7 saisons d'une certaine manière. Et la saison 8, en 2 épisodes, il y a un truc où elle switch, quoi. En 2 épisodes, et d'un coup, elle devient une espèce de tyrante qui pète un câble parce que Missandei est morte et tout. C'est un peu rapide et tout. Et là, je trouve que c'est mieux fait que Game of Thrones, quoi, en tout cas à la fin, où petit à petit, on la voit à bout, en fait, où elle essaye de bien faire au début, mais en fait, rien ne fonctionne. Donc, tout va la mener à une fascisation, en fait, totale, quoi. Face, évidemment, à une adversité qui est difficile à canaliser, parce qu'il faut le dire, Ormond, c'est comme un bon stratège pour semer la discorde, en fait, dans la ville de King's Landing, etc. Mais il y a tous ces traumas, tous ces problèmes de légitimité qui reviennent, quoi, vis-à-vis de ses propres bâtards, vis-à-vis de ses ennemis masculins, quoi. C'est-à-dire que elle-même, elle a toujours mal vécu le fait d'avoir des bâtards, etc. Et qu'on lui ressorte ça, on l'a toujours ressorti ça, que en fait ses enfants ils sont pas légitimes parce que c'est des bâtards, etc. Voilà, c'était vraiment des bâtards, mais en tout cas, elle a toujours mal vécu, et c'est d'ailleurs ce qui va mener à cette discussion avec Corlys sur le fait de légitimer ses enfants. Mais elle est en mode, je peux pas légitimer tes enfants parce que si je légitime des bâtards, les gens vont m'appeler la reine des bâtards, etc. Enfin, vont alimenter ce truc-là, en fait, sur moi, quoi. Donc il y a un peu tout ce truc-là, et même vis-à-vis du fait qu'elle est une femme, en fait, quand elle, c'était beaucoup plus dur pour elle d'être acceptée en tant que femme, alors que tous ses ennemis masculins, Aemond, Aegon et maintenant Daeron, parce qu'il y a Daeron aussi que Harmon veut mettre sur le trône, elle se voit un peu de l'autre côté, quoi. Et on voit qu'elle devient de plus en plus totalitaire. Moi je pense déjà à l'épisode 4 où elle réprime le peuple, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un tag, je sais pas, ça s'appelait pas un tag à l'époque. Ah oui, c'est vrai. On l'appelle la reine des bâtards, et elle va réprimer le peuple de manière autoritaire parce qu'elle peut plus, elle supporte plus ça, quoi. Et c'est là déjà cette petite manœuvre autoritaire qui va la mener à d'autres manœuvres autoritaires, et même
on va pas se mentir, déjà la saison d'avant c'était amorcé dans un autre contexte, mais l'épisode 7 de la saison d'avant, c'est quand même elle qui réunit des bâtards pour les mettre dans une fosse où il y a des dragons pour espérer en les C'est vrai. utiliser dans son combat, quoi. Donc déjà de base elle a un truc. Et donc il va y avoir des morts, quoi. C'est ça, déjà il y a un truc beaucoup plus gris qui se joue avec elle dans l'épisode d'avant, quoi. Et tu vois qu'elle devient de plus en plus pathétique, enfin je veux dire à la fin, quand elle fait son discours devant tout le monde, où elle a l'air d'être la folle du bus là, où elle a l'air d'être complètement folle, où elle est là, je suis l'élu, c'est moi, je suis l'élu, et tout, où elle est... Où elle parle en... Oui. En quoi? En valérien? Je sais Oui, plus oui, comment c'est on ça. dit, mais la langue là. Mais en fait, personne ne comprend rien. Et elle est en armure totale, quoi. C'est comme si elle partait à la guerre, là, en plus, dans son truc, quoi. Elle est pas en mode reine, elle est en mode guerrière, là. Et j'y vois aussi, quelque part, encore un rapport à sa féminité, dans le fait où elle va cacher ses cheveux, elle va cacher son côté féminin. En fait, elle va tout faire pour le cacher, parce que c'est ça qui l'a retenu aussi. Et donc là, c'est là où tu vois le parcours qui est aussi physique du personnage, quoi, où elle cache tous ses attributs féminins pour paraître beaucoup plus masculine, parce que évidemment, il y a des problèmes, encore une fois, de légitimité vis-à-vis de ça. Et à la fin, elle craque complètement, parce qu'elle justifie même plus qu'elle soit la régente parce qu'elle a des bonnes intentions nobles ou quoi que ce soit. C'est non, là, c'est-à-dire fascisme en puissance, c'est la prophétie. Il y a une prophétie qui dit que je suis reine, donc je suis légitime. Voilà, il n'y a même plus de zone grise ou quoi. Oui, bah c'est bien ça. Bah, de toute façon, ils te le font comprendre, même le dernier plan de la saison, quand elle ferme la fenêtre. Ça veut tout dire, hein. De toute façon, c'est en mode, voilà, il y a un suicide qui vient de se passer. Ah bah je m'en fous, vas-y. Demain c'est boulot, je ferme la fenêtre. bah là, ça, elle ferme plus clairement une part de ses émotions, etc. Et là, oui, tu sens il n'y a plus de retour arrière quasiment, quoi. Pour le C'est coup. ça. Et je Ah trouve, oui, non, c'est parti là. et je trouve qu'il y a, enfin, tous ces moments-là, là tu parles de la fin, mais tous ces moments un peu intimes où il laisse la caméra un petit peu traîner sur les personnages, où tu vois les personnages isolés dans le cadre, etc., où on s'attarde légèrement sur les regards, ça aussi je trouve qu'ils arrivent bien, où des fois il faut pas cligner des yeux parce qu'il y a des trucs que tu peux rater. Par exemple, il y a un moment où Damon il est dans le conseil et il apprend la mort de Simon Strong, meilleur personnage de House of Dragon, c'est le vieux qui s'occupait d'Aren Hall, qui était avec lui et tout, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui. Oui. Et t'as un léger regard sur Damon qui est légèrement triste, tu vois, qui baisse les yeux, qui est un peu en mode, et on t'en fait pas trop, tu vois, on te fait juste ce truc-là, pas de grande insistance dessus, mais je trouve que c'est toutes ces petites choses aussi qui rendent la série un peu plus vivante et tout sur ces personnages-là, même si on parlait de mise en scène et je trouvais que c'était bien, je trouve qu'ils abusent un petit peu du flou, quoi, c'est-à-dire d'une certaine focale là, qui met du flou autour des personnages. Je trouve qu'ils abusent vraiment ça. Ça c'est quoi? Non, mais parce que j'allais dire, moi c'est un peu dans les codes actuels des séries télé, non? Il y a un peu. Je suis d'accord, mais je trouve que c'était pas du tout comme ça dans les saisons 1 et 2, quoi. J'ai pas l'impression que c'était aussi utilisé, en tout cas dans les saisons 1 et 2. En tout cas, ça m'a pas autant choqué, tu vois. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment des scènes où ils utilisent ce flou, mais à balle, quoi, tu vois. Et j'étais en mode, putain, j'avais pas l'impression que ça avait marqué autant dans les 2 premières saisons, tu vois. Après, peut-être, hein, mais je me souviens pas vraiment que c'était autant utilisé, là, pour le coup. Ouais, mais tu sais que j'ai même pas fait gaffe, donc je saurais pas te dire. Bah, après, c'est pas sur toutes les scènes, évidemment, mais il y a des scènes précises qui m'ont un peu marqué. Il y a notamment une scène avec je crois que c'est Adam et Bella, ils sont dans une espèce de clairière avec leur dragon et tout est flou autour. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe, ouais. Ça m'a un peu marqué, quoi. Mais ouais, en tout cas, moi, ce personnage de Rhaenyra, moi je trouve que ça continue d'être l'un des personnages les plus intéressants de tout cet univers, etc. Et la manière dont son entourage ne lui fait plus confiance, etc. progressivement, soit lui ment par misogynie totale, mais aussi par c'est marrant aussi, ça, cette ironie dramatique où son entourage lui ment par peur, en fait, qu'elle soit un monstre, en fait, qu'elle devienne un monstre si elle apprend la vérité sur certains trucs, mais en lui omettant des choses, en lui mentant, elle finit par devenir le monstre qui redoutait d'elle, en fait. C'est ça qui est assez marrant, quoi, pour le coup, quoi. Bah, Mysaria, c'est sa conseillère, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, ouais, bah, il y a des moments où elle lui a pas dit, je crois qu'elle sait pour Chip Stealer et tout, non? Elle le sait, il me semble. Quand Damon, il arrive avec la tête. Oui, bien sûr. Bah, sans doute, mais après, oui, sans doute, ouais. elle garde aussi au début la grossesse de la fille d'Alicent, de Helena, hein. Au début, elle cache les choses, mais Damon aussi de l'autre côté lui cache des choses vis-à-vis de sa fille, Rhaena, etc. Et donc les personnages lui mentent constamment. Bah, Jaehaerys, au début, son fils l'enferme carrément. Il y a tout un truc où aussi ses alliés sont parfois, sont aussi responsables du monstre qu'elle devient, quoi. Mais j'aime bien Mysaria et Damon dans le côté ange démon, en fait, sur son épaule, quoi, en fait, qui plane sur la saison. C'est-à-dire que t'as Mysaria, t'as un peu le côté proche du peuple, etc., qui essaie de la raisonner, et Damon qui est en mode full autoritaire. Viens, on prend nos dragons et on va brûler tout le monde, en fait. Qu'on se fait chier, tu vois. Et on voit que progressivement et à la fin,
par le fait que Mysaria est complètement démis de ses fonctions, et Daemon, elle embrasse totalement le côté autoritaire et totalitaire de son mari, en fait, parce qu'elle se pense clairement au pied du mur, et c'est marrant de la voir elle-même faire subir ce qu'elle a subi à d'autres, c'est-à-dire l'enfermement, le mépris, etc., ce qu'elle fait subir à Alicent, à Elena, etc., et Elena, enfin, je veux dire, ce qu'elle subit vraiment dans cette saison, c'est assez terrible, quoi, parce que c'est peut-être un des seuls persos qu'on peut dire qui est assez pur, je dirais, Elena, dans cette histoire. Oui. Parce que elle refuse le combat, elle refuse de monter son dragon, elle refuse de se corrompre totalement. Elle est en mode, elle a des beaux discours un peu niais, hein, mais je trouve qu'il marche bien avec son personnage de elle, ce qui l'importe c'est la nature, etc. Et elle lui renvoie dans la gueule à Rhaenyra, dis-toi, tout ce que t'aimes c'est moche, en fait, enfin tout ce que tu veux c'est la destruction, etc., quoi. Et tu vois tous ces moments, comme tu le disais, où Rhaenyra fait semblant d'en avoir quelque chose à faire d'elle pour pouvoir l'utiliser, alors que tout ce qu'elle veut c'est qu'elle confirme sa légitimité dans la prophétie, etc., dans ses visions, etc., quoi. Et en fait, si elle s'était, c'est ça qui est assez drôle, c'est que si elle s'était vraiment intéressée à elle, peut-être si elle s'était intéressée à ce qui est tricoté peut-être depuis le début de la saison ou à ces trucs-là, peut-être qu'elle aurait eu des réponses, peut-être qu'il y aurait eu des trucs, quoi. Et j'avoue que Elena, ça m'a un peu touché, parce que c'est peut-être l'un des seuls personnages qui a refusé, en fait, tout ça, en fait, tout ce régime. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était vivre sa vie avec ses enfants et des plantes et la nature, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez touchant, moi j'ai trouvé sa mort, quoi. Enfin, ce qui a mené à sa mort aussi, hein, malheureusement, c'est l'enfermement, et ça qui l'attendait. Et tu sais très bien, plus la saison avance, qu'elle n'aura jamais sa liberté, elle va jamais la laisser partir, quoi. Surtout que voilà, quoi, c'est une monnaie d'échange, elle est enceinte, etc. Jamais de la vie, elle allait la laisser partir. À partir du moment où elle a laissé Alicent partir sans elle et tout, déjà au début, il me semble, ouais, c'est dans l'épisode 2, le deal c'était normalement qu'ils étaient censés se barrer, Alicent et Elena, mais au final les gardes les ont amenés et tout, et au final ouais, elle veut pas qu'ils partent, en fait. Oui, parce qu'elle est pas sûre de sa légitimité, elle est dans tant qu'ils sont dehors, Aegon, tant qu'ils sont dehors, Aemon, etc., non, je vais vous garder là, mais vous êtes chez vous, hein, les gars. Et petit à petit tu sens qu'il y a des restrictions qui commencent à s'installer, qu'elle commence à être enfermée, puis à la fin carrément elle la force, Elena, à manger, quoi, pour pas qu'elle meure, quoi, pour qu'elle reste en vie. Et tu sens ce côté enfermement là qui commence à gagner de la place, quoi. Et c'est assez tragique la manière dont c'est fini. Et je trouve que la relation avec Alicent est toujours assez forte. Alicent qui est pas aussi présent, je pense, que les 2 premières saisons. Encore une fois, je pense que son personnage arrive à la fin de quelque chose ou quoi, je sais pas comment c'est dans le livre, etc. Mais il y a une alchimie qui est indéniable, en fait, entre les deux. En fait, à chaque fois qu'elle parle ou quoi, tu sens qu'il y a un jeu un peu différent. Et peut-être que toi tu m'avais parlé que ça t'avait manqué, ça, dans la saison 2, leur relation, parce que c'était quelque chose de très fort, évidemment, dans la première saison. Mais en fait, t'as l'impression que quand elles se parlent, elles se connaissent par cœur, quoi. Il y a un truc un peu où elle hésite pas sur le côté, en fait, d'être vulnérable, en fait, en face de l'autre, et même hyper honnête dans leur échange. Il y a un truc un peu bizarre comme ça, où ils savent qu'elles sont ennemies, mais en même temps elles arrivent pas trop à se mentir, donc elles se parlent franchement, etc. Donc voilà. Et même il y a un côté un peu désespéré de elles sont ennemies, elles se font du mal, mais elles s'en tiennent par rigueur, en fait, qu'elles font du mal, parce qu'elles savent qu'elles ont pas le choix, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, je vois peut-être l'idée, mais moi ça m'a fait bizarre des fois dans l'écriture. Par exemple, la mort de Otto, derrière j'ai juste l'impression que, tu vois, l'épisode d'après elle est juste en mode, comme ça te fait un truc un peu à la fin, en mode je me suis dit, ah putain, ça va partir en couille, ça va repartir en couille et tout. Et tu vois, l'épisode d'après j'ai juste l'impression qu'elle dit en mode, ah toi tu mon père, c'est pas cool quand même. Donc ouais, je trouvais ça un peu bizarre, tu vois. Il y a un truc un peu spécial avec Alicent, c'est qu'elle est complètement désabusée, quoi. Elle aussi, là, c'est un moment où elle est en mode, c'est un peu en mode, ok, vas-y, fais ça. Moi, je vais essayer de faire mon maximum pour partir avec ma fille et tout. Ok, tu fais mon fils? Ok, vas-y. Tu sais, il y a un truc un peu désabusé où elle a complètement accepté, en fait, que ses 2 premiers enfants, elle peut rien y faire. c'est fini, quoi. Il y a plus rien, quoi. Mais je peux comprendre qu'il y a un côté hyper détaché, en fait, à son personnage, qui est même un peu comique parfois, je trouve. Qui est même un peu comique à certains moments. Il y a un moment qui m'a fait mourir de rire, où Rhaenyra, elle arrive dans sa chambre à Alicent, et je sais pas, elle est en train de, je sais pas, se mettre de la crème, ou je sais pas, mais laisser des trucs et tout, et elle lui parle, elle lui dit une phrase, et Alicent prend 2 secondes à capter qu'elle parle d'elle, et elle fait un peu un gauche-droite avec sa tête, en mode, mais elle parle à moi ou quoi? Et il y a des fois comme ça, et c'est un peu drôle, tu vois, où elle est complètement, mais complètement désabusée, son personnage, je trouve, pour le coup. Mais c'est pas sa meilleure saison. Moi, je préférais la saison 2, effectivement, avec Alicent, où là, tu voyais vraiment le piège qui se refermait sur elle, là, complètement, où elle se faisait exclure petit à petit de ce groupe qu'elle a elle-même créé et qu'elle a elle-même élevé, quoi, tu vois. Et bon, voilà, c'est le retour du bâton, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais en plus, tu vois, j'ai du mal à croire qu'elle accepte d'aller tuer son fils, quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu
bizarre. Enfin, d'aller tuer Aemon, d'aller l'empoisonner et tout. Ah, je suis en mode, elle accepte ça comme ça. Enfin, et puis elle le fait vraiment. Je sais pas, après, là, il joue en vie, au final. Donc, bon, je sais pas si. Oui, c'était un peu, c'est un peu facile en plus. Le côté, bon, je te crée une potion Minecraft. T'inquiète pas. Même si j'aime bien le moment où elle qui est un peu drôle aussi, c'est Alice qui le voit en train d'être par terre et d'être en mode breu. Et elle le regarde, elle fait, bah, je t'avais dit en fait, enfin, c'est que t'es con. Tu sais, genre, elle part. Il y a des moments un peu marrants comme ça. Mais ça, c'est un peu facile. Mais après, sur le fait qu'elle aille tuer. Aemon, moi ça me choque pas dans l'idée qu'elle s'est fait, je veux dire après la saison 2, du fait qu'elle a complètement, enfin qu'il n'y a pas de retour arrière avec ses enfants et qu'elle sait qu'ils sont complètement perdus. En tout cas Aemon, c'est un niveau que je pense que voilà, après je peux capter peut-être que c'est peut-être ouais, je sais pas en fait, je sais pas, j'essaie de voir, mais en fait non, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Parce que moi, il y a la scène du repas qui est à Reynold qui est un peu rigolote, où ils sont tous les trois là et où elle est vraiment en mode mère quoi. En mode mais c'est qui celle-là? Mais en même temps t'as Alice Rivers avec ses cheveux noirs en mode sorcière qui sort d'un trou, tu te dis bon c'est qui, c'est un peu bizarre quoi. Après moi j'ai du mal avec elle, j'ai vraiment du mal. De toute façon tout ce Stark de Aemon pardon. Mais dès qu'ils sont à Reynold, moi je sais pas, c'est un truc qui me plaît pas. Ça ne marche pas avec moi, c'est vraiment. Mais en fait c'est quand un personnage doit être mis de côté, il va à Reynold. Et c'est ça. il va un peu de ce côté et il a un parcours un peu similaire à Aemon pour le coup. Oui. Il finit dans la même posture d'ailleurs, où il finit par s'agenouiller devant son frère, mais pas devant Rhaenyra, mais du coup devant son frère. Mais je trouve que c'est un peu plus stimulant, je trouve, que la fin de Harrenhal de Daemon, où je trouve que ça tournait un peu en rond dans les visions. Il y avait beaucoup de visions aussi côté de C'était du fanservice beaucoup. Oui, c'est qu'il y avait beaucoup de retours de Viserys, etc. Il y avait un peu de ça. Là, je trouve que c'est un peu plus stimulant parce qu'il y a un duo quand même avec Alice Rivers quoi. Il y a un truc en tout cas qui se joue un petit peu entre eux, où Alice Rivers l'utilise là où Daemon il était vraiment il était vraiment dans le rejet de cette personne. Il voyait clair dans son jeu quoi, que c'était une connasse, etc. Bon, ouais, après ça va avec la personnalité de Daemon quoi. De Daemon, oui, enfin de Daemon, oui, qui la rejette, oui. Et là Aemon y voit une mère de substitution parce que on va dire qu'il a un rapport très incestueux à sa mère, et je pense franchement, des moments les plus dégueulasses que j'ai vu de toute ma vie, je pense. Je pense que le moment où il embrasse sa mère, etc., là c'était très compliqué à regarder. Je dis là c'est dégueulasse, Mais à un moment, mais c'est hyper glauque. Enfin, déjà, je crois que c'est l'épisode 2, déjà, ou l'épisode 1, la première fois que ça se passe. Ouais, moi j'ai du mal. Ouais, mais elle subit, je crois, 2 agressions sexuelles. Épisode 1 et épisode 2. Parce qu'elle elle embrasse Aemon, enfin Aemon l'embrasse. Oui, Aemon l'embrasse, et après, oui, et il y a un mec qui veut la violer dans l'épisode 2. Mais je trouve que c'était un peu abusé aussi dans l'épisode 2. Après, dans l'épisode 1, que ce soit Aemon, je trouve que c'est beaucoup plus justifié dans le sens où Aemon, il a toujours eu un rapport très bizarre avec sa mère, et on se souvient des moments dans la saison 1 et 2 où il allait au bordel et il allait voir une prostituée pour qu'elle soit un peu sa maman. Il y avait un rapport un peu bizarre quoi, et donc il fantasme sur sa mère. Je trouve que c'est plutôt justifié en fait, même si c'est dégueulasse à voir, hein. Moi ça m'a pas moi j'ai du mal. Oui, bah non, mais complètement, c'est de l'inceste déjà. C'est un show où il y a de l'inceste partout, mais là, oui, bah déjà Daemon et Rhaenyra, c'est mais là c'est avec la mère, donc c'est encore plus dégueulasse pour les gens, et je pense que là pour tout le monde, mais je trouve que c'est pas hors de propos et c'est pas hors de personnage, tu vois, que le personnage soit comme ça, tu vois, Aemon. Alors que j'avoue que dans l'épisode 2, peut-être le personnage qui veut contraindre Alicent, je trouve qu'il y avait d'autres moyens de montrer une certaine emprise sur les femmes que juste un viol. Mais bon, ça c'est un problème plus général qu'il y a dans les séries et les films où ils ont un truc avec le viol où forcément ça doit passer par ça. Il y a un truc un peu bizarre, malsain, je trouve, pour le coup quoi. Mais par contre, Aemon, je trouve que c'est effectivement, et ce depuis la saison d'avant, quand je regarde la Team Green, etc., c'est peut-être celui qui est le moins intéressant, je pense, parce que c'est le plus unilatéral. En fait, quelque part, Aemon, c'est un psychopathe, voilà, qui a quelques troubles, etc., mais je trouve que c'est celui qui a le moins de zone grise, pour le coup, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être celui qui est le moins intéressant, et je trouve que là où il est plus intéressant, c'est peut-être le côté miroir à Daemon, qui est là souvent et tout, mais je trouve que c'est un peu genre son personnage est le moins intéressant clairement de la Team Green, quand tu compares à Alicent, quand tu compares à Aegon, etc. Je trouve que c'est le moins intéressant du tout quoi. Oui, ouais, je suis d'accord qu'il est un peu, mais après moi j'aime bien les psychopathes, donc voilà. Non, mais je trouve que l'acteur le joue plutôt bien, et je trouve qu'il a une physicalité, l'acteur, qui est pas commune et qui matche vraiment bien. Mais après, quand tu me parles du personnage et tout, des ambivalences, etc., dans l'univers Game of Thrones, bon, bah, il est un peu moins fourni, je trouve, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est assez unilatéral, il a pas vraiment de... Ouais, après là, dans
dans cette saison, il évolue un peu justement à Reynolds à la fin. Non, mais il a une trajectoire claire, mais après, je trouve que son personnage est le caractérisé de manière la plus unilatérale, et son parcours, bah, il est quand même sur 8 épisodes, c'est un peu long, et même s'il y a des moments où c'est un peu mieux, un peu moins bien, c'est quand même le parcours le plus le moins bien géré, dans le sens où tu sens que ça traîne un peu, quoi. Enfin, tu sens que ça traîne pas mal, quoi. Ah bah ça traîne complètement, bah comme t'as dit, t'as l'impression qu'ils le gardent de côté parce qu'ils ont pas grand chose à raconter avec lui, ils essayent de faire un arc, mais je le trouve pas très intéressant, moi, personnellement, en fait. Damon, par contre, là, lui qui a quitté Arenal pour le coup, là, je pense que ça t'a plus plu quand même. Là, on retrouve le Matt Smith qui a un charisme absolument incroyable, faut le dire. Oui, bah, aura farming tout le temps, dès qu'il est là, de toute façon. Mais après, c'est un connard quand même. Enfin, il a quand même tué un paysan pour ramener sa tête pour dire c'est lui qui. pour protéger sa fille, mais quand même, il a tué un paysan, quoi. Mais ouais, avec Caraxès et tout, il y a quand même. Il y a quand même du charisme et tout. Matt Smith est génial dans le rôle. Il joue trop bien. Ah oui, non, mais il est incroyable. Franchement, il est en tant qu'acteur. Enfin, je sais, celui qui a fait le casting et il s'est dit Matt Smith pour Damon. Enfin, c'est parfait, quoi. Juste parfait sur tout le personnage, quoi. Ouais, je suis pas sûr que c'était un truc, tu vois, que tu pensais de tête si tu lis les bouquins ou quoi. Je suis pas sûr, tu vois. Après, les bouquins, apparemment, il n'y a pas de description de personnalité ou quoi. Donc, enfin, c'est très abstrait. Tu sais, c'est écrit comme un livre d'histoire. Donc, il me semble que. Oui, c'est vrai. Avec les personnalités, tu peux sûrement plus jouer avec, quoi. Même s'il y a sûrement quelques descriptions, je pense que t'es un peu plus libre, quoi. Après, bah, non, mais c'est un des meilleurs persos de la série. De toute façon, moi, je trouve que dès qu'il a une scène avec Rhaenyra, mais vraiment, c'est. Je sais pas, les deux là. Bah, ils ont de la chimie de fou, clairement, quoi. Tu sens qu'il la challenge bien, en plus, cette saison, Rhaenyra, dans son spirale de violence, etc. Et il a pas tout le temps tort, hein. Je veux dire, bon, des fois, il pète un câble où il est en mode prends tes dragons, il crame des trucs. Tu fais, ok, calme-toi. Mais par contre, quand il essaye de la sermonner en mode. Bon, par contre, tes problèmes de légitimité, souviens-toi aussi, t'as 7 dragons avec toi. T'as je sais pas combien de trucs. Tu devrais pas te sentir illégitime et tout, mais bon, évidemment, il y a des traumas que tu peux pas. Voilà. Il y a une scène sur un toit, là. Enfin, ils sont en hauteur. Oui. Bah, c'est de cette scène de discussion dont je parlais, oui. Ouais, bah, elle est chouette, cette scène-là, où ils parlent en. En plus, ils font toute une scène en langue étrangère, quoi. En langue des Targaryens, et je me dis, c'est quand même fort, quoi. Pour nous faire croire qu'ils disent des trucs, alors que même ils savent même pas ce qu'ils disent. C'est des très bons acteurs. Et voilà, quoi. Mais Damon, ouais, par contre, il protège ses filles, quoi. Et je trouve que c'est là où il gagne un petit peu d'épaisseur aussi. C'est-à-dire qu'on voit un côté qu'on voyait moins de Damon, je pense, dans les autres saisons. C'est un côté un peu plus humain, notamment avec sa famille, avec ses filles, etc., quoi. Quelque chose que. Ils avaient coupé une scène avec ses filles. En fait, on le voyait pas du tout avec ses filles dans la saison 1. Il y avait une scène qui avait été tournée, mais elle avait été coupée. On l'a vu en dehors, quoi, de la série. Bah là, je trouve qu'avec Rhaena, ce qu'il joue, ça lui. Enfin, voilà, il y a un vrai attachement, tu vois, avec ses filles qui manquait, je trouve, peut-être dans les saisons d'avant, où t'avais l'impression qu'ils s'en battaient un petit peu les couilles. Petit peu les couilles. Tu vois, où là, tu vois qu'il est un peu faillible dans sa loyauté qui est totale avec Rhaenyra, par amour, quoi, par amour à ses enfants, où elle sait que, bon, il sait que ça peut mal tourner, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je comprends qu'il fasse ça, mais après, qu'il tue un pécor, bon, c'est pas ouf. Non, mais après, ça reste un personnage complètement autoritaire et qui a aucun. Enfin, je veux dire, début de l'épisode 8, quand Gwen il arrive et lui fait par contre, on peut faire la paix maintenant que je t'ai ramené l'autre et on essaie de s'en sortir et tout. Tu fais. En plus, quand j'ai vu Gwen arriver avec ça, j'ai fait alors, tu sais pas sur qui t'es tombé, mon pote. parce que là, Damon, il va pas du tout te dire ça. Lui, il va te dire moi, je vais y aller, je vais les buter, quoi, tu vois. Ah oui. Mais de l'autre côté du spectre, tu vois, Mysaria, par exemple, je la trouve moins désagréable que la saison d'avant, parce que moi, Mysaria, c'était vraiment un de mes points noirs de la saison d'avant, où je trouve que son personnage était un peu mal exploité, et je trouve qu'il était surtout là pour permettre des raccourcis. Et là, je la trouve un peu plus incarnée, dans le sens où là, pour le coup, là où Damon la challenge Rhaenyra dans son règne, Mysaria le challenge Rhaenyra dans une autre... Dans un autre contexte, c'est une sorte de conscience un petit peu du peuple, quoi, tu vois, Mysaria, mais qui est pas juste dans cette position-là, qui est pas juste dans une position morale de dire ah là c'est pas bien ce que tu fais, parce que elle-même, je trouve, se fait remettre à sa place, et ça j'ai trouvé ça plutôt bien, pour le coup. Et c'est là où je parlais de la légitimité, etc. C'est qu'il y a ça, je sais pas, c'est une ancienne collaboratrice à elle ou une ancienne amie à elle qui la remet en place, en fait, qui complètement lui dit mais en fait tu te prends pour qui, en fait, t'es plus du tout une meuf du peuple, en fait, mec, depuis longtemps, quoi. Et c'est vrai que cette saison, Mysaria, elle fait des choses, c'est-à-dire qu'elle qui est soi-disant la femme du peuple, etc., qui est là pour l'aider, elle fait quand même assassiner une servante pour garder le secret de la grossesse de Helena, etc., quoi. Tu dis pour une meuf du peuple, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Et en même temps, elle le rappelle aussi, quelque chose qu'elle va voir direct après, c'est que
en fait, tu te prends pour une bourgeoise et tu te prends pour une meuf de la royauté parce que t'as fait de l'ascension, mais en fait, ils te voient comme une prostituée, en fait. Et c'est comme ça que tu vas finir. Et c'est littéralement ce qui se passe, quoi. À la fin, elle couche avec Rhaenyra à la fin de l'épisode 7 et l'épisode d'après, elle se fait jeter comme une prostituée, quoi, comme un truc comme ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que Kristen Cole aussi est parti en dépression, quoi, quand il s'est rendu compte qu'en fait, peu importe ce qu'il fait, ça ne vaudra pas grand chose, quoi. Et donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est la confrontation du peuple et de la royauté, du peuple, du pauvre et du riche, quoi, qui est vraiment accentuée dans cette saison, notamment avec deux personnages qui, eux, viennent du peuple et qui ont été propulsés assez haut, c'est Ulf et Hugh. C'est-à-dire que eux, ils représentent un petit peu le peuple quelque part. C'est-à-dire que, bon, déjà, Ulf, moi, je trouve qu'à chaque réplique, ce mec me tue de rire. C'est-à-dire que les bégaiements, le mec qui a pas les codes, que Daemon, il arrive, il lui met des petites baffes, etc. Il y a plein de moments humoristiques avec Ulf qui me font mourir de rire. Et d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé à l'époque, quand on avait fait notre critique de la saison 2, du fait que c'est une série qui est très premier degré, House of Dragon, dans les 2 premières saisons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'humour, là où Game of Thrones, ça laissait beaucoup plus la place à l'humour, parce qu'il y avait aussi une galerie de personnages qui était extrêmement diverse, alors que là, on est sur une galerie de personnages qui est beaucoup plus restreinte, dans le sens où c'est beaucoup de bourgeois, quoi, de gens qui côtoient la royauté, etc. Et là, je trouve que cette saison, ils ont fait un effort pour lâcher le côté premier degré, qui peut être étouffant, en intégrant vraiment de l'humour, mais pas de l'humour, on va dire, qui se met très mal à la série. Je trouve qu'il y a un humour naturel qui se dégage de la série, juste des confrontations entre les personnages, tu vois, c'est pas de l'humour forcé ou quoi, tu vois, et je trouve que c'est bienvenu dans cette série qui était peut-être un peu trop étouffant premier degré dans les 2 premières saisons. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah après je me souviens pas assez des saisons d'avant pour me dire il y avait vraiment pas d'humour ou quoi. Ah bah je te confirme qu'il y en avait pas beaucoup. Bah le moment où il y a peut-être 1 ou 2 moments, je vois peut-être, mais vraiment c'est pas du tout quelque chose qui était très prononcé. Là où Game of Thrones, je peux vraiment te citer des personnages, des situations et tout qui étaient vraiment humoristiques. Bah, Tyrion et tout. Oui, complètement, tu vois, il y avait vraiment des trucs comme ça. Et la saison 2 a un moment d'humour au moment où Ulf arrive, en fait, où il y a vraiment cette confrontation pauvre-riche, quoi, et des situations qui en ressortent. Et bah là, je trouve que toute la saison, il y en a, et c'est plutôt bienvenu, quoi. Ouais, bah Ulf, je me dis quand même, ils sont quand même contre de donner à un dragon un alcoolo. Oui, bah c'était le risque après, qu'elle prenait. Ouais, c'était un gros risque, clairement. Je sais pas si c'était une bonne idée, voilà. Mais Hugh, par contre, moi j'ai du mal, je suis pas attaché, parce que Ulf, ah oui, il a ce côté rigolo. Il a ce côté rigolo, il veut tout le temps aller à la taverne, machin. Mais c'est pas des personnages qu'on voit beaucoup, en fait, hein. Ils ont genre 5-6 scènes en tout, je pense, hein, dans la saison. On voit quand même plus Ulf que Hugh, hein, je trouve. Ulf, je trouve qu'en tout cas, il est présent. En tout cas, il a un enjeu, quoi, à chaque fois quand il est dans des scènes où il y a un truc qui se passe avec lui, du vis-à-vis du fait que il y a une super discussion par contre les deux, mais je te rejoins sur le fait que Hugh pendant 4-5 épisodes on le voit pas du tout. Après à la fin il y a un petit enjeu avec sa femme, etc., mais pendant longtemps on le voit pas, quoi. Mais Ulf, il parle du fait que en fait il dit qu'il voudrait pas redevenir pauvre parce qu'il y a rien de pire que ça, en fait, et c'est vrai, tu vois, il y a un truc côté, mais en même temps qu'il est pas forcément plus heureux, en fait, maintenant, quoi. Il y a un truc au fait où il a quitté une prison pour en aller dans une autre, en fait, techniquement, où en fait il a perdu aussi un truc de plaisir simple, de se bourrer la gueule dans des bars proches du peuple, etc., qu'il peut plus faire du tout. Et c'est cette nouvelle prison qui va l'amener à se rebeller contre les 2 côtés même, parce que les 2 côtés, en fait, n'ont aucune considération pour le peuple, finalement, en fait, pour lui qu'il est, pour ce qu'il a envie de faire, etc. Et en fait ils l'utilisent tous les 2 comme une arme, et c'est ça qui va le mener à se rebeller, en fait, contre les 2. Et je sais pas du tout où ça va mener dans la saison 3, parce que là, il est avec son dragon, il a cramé, il s'est mis les deux côtés à dos, donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer avec lui. Mais et Hugh, c'est un peu pareil dans un autre, c'est pas un alcoolique. Il repart pas avec Daemon dans Dragon à la toute fin. Ah non, il se fait. Il part avec eux, hein. Non, pas du tout. À la fin, il se barre, et c'est juste que. Tu vois 3 dragons qui se barrent, là. Non, tu vois 2 dragons qui poursuivent Ulf, en fait. C'est juste qu'ils sont en train de le poursuivre parce que il est en train de faire de la merde. J'avais pas tout compris cette scène-là. Moi, c'est pas improbable. Le gars qui se retourne, en tout cas, qu'il n'y ait pas de conséquences à ce qu'il a fait, etc. Donc, on verra à la saison d'après. Et Hugh, c'est la même chose d'un autre sens, mais parce que lui, il est pas alcoolique. Mais le fait d'être dragonnier, ça a pas du tout géré ses problèmes, quoi. En fait, ça l'a juste éloigné complètement de sa femme, de sa famille. Et Rhaena, peut-être on en reparlera juste après, où en fait c'est des gens qui sont pauvres, qui ont des conditions de vie qui sont pas bien, et qui pensent que
en fait, s'ils se font propulser, s'ils ont des dragons, s'ils se font propulser directement, ils changent de statut, en fait, tous leurs problèmes et leur famille va être réglé, et c'est pas du tout ce qui se passe, en fait, c'est jamais ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, quand il retrouve sa famille, sa femme lui dit, en fait, t'étais pas là, mec, t'as eu un dragon, mais nous, ça nous a rien fait, et même elle parle de choses un peu glauques qui potentiellement s'est passé, peut-être de viol, etc., on sait pas, et tu te rends compte que, encore une fois, dans ce principe de désacralisation, oui, t'as des dragons, oui, c'est bien, en fait, en fait, oui, c'est bien d'être riche, de se croire supérieur, mais en fait, à chaque fois, les mecs se font remettre à leur place dans le fait que ce sont que des humains et qui pètent plus haut que leur cul, en fait. Et il y a plein de moments, en fait, comme ça, avec tous les personnages, quoi, pour le coup, quoi. Mais je suis d'accord avec toi que Hugh aurait pu, enfin, voilà, il a pas assez de temps d'écran non plus, quoi. Non, il a pas assez de temps d'écran. Moi, je suis pas du tout attaché à ce personnage, je m'en fiche un peu. Ok, c'est Thor, voilà, il est en mode viking et tout, c'est rigolo. C'est vrai qu'il a du style. Voilà, voilà, c'est le problème que j'ai avec... pareil, les fils de Corlys, je suis pas ultra attaché à eux non plus, tu vois, enfin... Oui, les Vélarions, oui. Ouais, voilà, et même, tu vois, on peut en parler, Baila et Rhaena, c'est pas non plus des persos où je suis à fond dedans non plus, en fait, c'est... Ouais, je sais pas, j'ai du mal avec beaucoup de personnages, en fait, à pas être vraiment avec eux. Mais après, Rhaena, moi je suis assez déçu de la fin de la storyline, comment elle se finit, en fait. Parce que je pense que ça pouvait amener quelque chose d'intéressant. Ça se voit que c'est mis en suspens et que ça reprendra la saison d'après, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça, parce que j'ai été déçu de... Ouais, elle la trouve, et puis après c'est en mode, ouais, tu vas au château, et puis voilà, et puis c'est fini. Et je fais, d'accord. Bon, après, c'est bizarre, important, je pense, pour le personnage de Rhaenyra de découvrir le mensonge, etc., qui va la pousser encore plus dans ses retranchements, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc que Rhaena, elle a jamais eu. Enfin, je veux dire, la saison 2, elle est quasiment absente. Je veux dire, elle a 1 minute en fin d'épisode en général, etc. Et là, je trouve que le seul arc qu'elle avait un peu, c'était que la légitimité, encore une fois, la légitimité où elle se sentait pas légitime avec les Targaryens parce qu'elle avait pas de dragon. Et tu sais, elle pense que parce que t'as un dragon, tu vas être légitime aux yeux de la famille royale, etc. Et c'est ce qu'elle fait. Malheureusement, ça va amener beaucoup plus de problèmes que de réussite, quoi. Ça va finir complètement en catastrophe, quoi. Et j'aime bien que Daemon, en fait, ça marche vis-à-vis de Daemon, en fait, Rhaena, de monter un côté fragile. Moi, vraiment, le moment où il la voit dans la montagne, etc., et il a un truc un peu attendrissant, etc., je trouve que ça marche pas mal, mais je trouve qu'ils auraient dû accentuer le côté solitude, en fait, parce qu'elle vit tout seule dans les montagnes, et je pense que ça aurait gagné, bon, peut-être les gens auraient dit que c'est ennuyant et tout, mais de montrer que... Ah, mais tu le sens pas tellement, en fait, hein, parce qu'on la voit pas trop... De le montrer comment elle vivait un peu en mode nomade, etc., de montrer vraiment, en fait, c'est quoi la solitude avec un gros dragon vermitant en plus. Ça peut donner des scènes un peu marrantes en plus, je pense. Ou il y a des scènes un peu marrantes où il crame des trucs pour elle, tu sais, ou des trucs comme ça, c'est un peu drôle, et je me dis, putain, ça aurait gagné si on accentue un petit peu sa solitude. Mais je suis d'accord avec toi, les Vélarions, c'est pas ceux qui sont le plus montrés cette saison, parce que Corlys était pas mal montré dans les 2 premières saisons, tout simplement. Là, je trouve qu'il y a un truc qui se joue pas, enfin, qui est plutôt bon, en fait, au début, dans les 2 premiers épisodes, qui m'a plutôt pris, où en fait il se rapproche littéralement des fils bâtards, en fait, et il se fait reconnaître vraiment comme leur père, lui qui redoutait vraiment ça. Il y avait toute une trajectoire dans la saison 2 au fait que Aline et Adam, en fait, ils étaient en contention avec lui, et surtout Aline, parce qu'en fait ils le reconnaissaient pas du tout que c'était leur fils. Et il y a un truc un peu, je trouve, à la fin de la bataille, etc., où je sais plus, dans l'épisode 2, où ils se prennent tous dans les bras, cette famille-là, et c'est vrai que c'est des moments qu'on voit rarement, enfin voilà, mais qui sont, je trouve, assez touchants, où en fait, tu sais, c'est des moments juste de vie, de famille, où en fait là ils sont un peu soudés, etc., et c'est quelque chose, enfin, j'ai l'impression que j'avais jamais vu les Vélarions soudés comme ça dans toute la série, etc., pour le coup. Et je trouve que même le début, dans l'épisode 3, il pète un câble complètement contre Rhaenyra, etc., lui qui a absolument tout fait pour elle, hein. Je veux dire, sa femme est morte, Rhaenys est morte pour l'asseoir sur le trône, etc. Et lui qui a pas Rhaenyra lui dit, bah non, je peux pas légitimer tes bâtards, en fait, à ce moment-là, etc. Je trouve que la situation est super, parce qu'on a suivi tout cet épisode avec Rhaenyra, où on comprend, en fait, pourquoi elle dit non, en fait, à ce moment-là, où elle peut pas accepter, et du coup, le déchirement, en fait, qu'elle a à dire non, et alors lui qui lui rappelle, mais en fait, tes fils, c'est des bâtards, etc. Là, ce moment-là, il m'a vraiment, vraiment pris, quoi, pour le coup. Après, moi, Aline, je le trouve plutôt pas mal, moi, Aline, dans le sens où on le voit qu'il monte de rang et il a une certaine loyauté, en fait, avec Rhaenyra, où il est
père devenir le successeur de son père, etc. Et encore une fois, la légitimité, hein, comme je disais. Mais pour le coup, Adam et Bella et tout, enfin, on s'en fout complètement, je trouve, de ce personnage-là. C'est vrai qu'Aline, il y a un truc un peu plus dessus, notamment dans le dernier épisode. Oui, mais un truc qui a un build-up un peu vis-à-vis de ça, du début où il est reconnu par son père et il va se faire reconnaître petit à petit par Rhaenyra. Enfin, il pense qu'il va se faire reconnaître par Rhaenyra si il continue à bien agir dans ses bonnes grâces, etc. Parce qu'il prend vraiment la place de son père, etc. Donc il sent vraiment potentiellement une légitimité qui culmine à la fin où il tue le prêtre, etc. Mais Adam et Bella, déjà Bella, c'est un personnage depuis 2 saisons qui est assez transparent, je trouve, pour le coup, quoi. En fait, elle apparaissait quand il y avait Jaceris, quoi, j'ai l'impression, et en fait c'est tout, quoi. Oui, c'est tout. Et là, maintenant qu'il est plus là, c'est un peu léger. Et Adam c'est pareil, quoi. Peut-être qu'il y a un truc qui va se jouer dans la saison prochaine parce qu'il commence à avoir une certaine jalousie envers son frère qui justement est avec Bella, etc. Donc je me dis peut-être ça peut déboucher à quelque chose, mais j'avoue que en termes de temps d'écran, ils ont pas grand chose, quoi. Il y a des petits bribes de trucs qui peuvent être intéressants parce que Bella à la fin elle a une discussion pas mal avec Rhaena justement qui revient, et je me dis donc si elle est avec Rhaena ça peut donner quelque chose, mais ça reste un acte manqué Bella depuis 2 saisons, quoi, clairement pour moi. Ouais, c'est compliqué, oui, c'est un personnage qu'on a juste pas assez vu en fait, hein. Il le développe pas vraiment, donc forcément c'est dur d'être attaché à ce personnage. Après, je comprends qu'ils se focus, évidemment, il y a tellement de personnages, ils essaient de se focus sur certains. Donc voilà, mais après, il y a forcément des gens qui sont mis sur le côté, sur le carreau, quoi, et c'est triste, quoi. Oui, et puis le format aide pas non plus. Voilà, Game of Thrones, à l'époque, c'était 10 épisodes, hein, c'était pas 8. Hein, donc, mais même Game of Thrones n'avait pas la même attention pour tous les personnages, mais bon, voilà, là où tout est. Parce que là, tout est interconnecté aussi. C'est ça qui est compliqué, je pense, avec House of Dragon. C'est que tous les personnages sont interconnectés dans des relations et tout. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, que tu vois, de mettre un personnage qui est lointain dans un autre royaume ou je sais pas où, quoi, tu vois, pour le coup. Oui, c'est vrai que Daenerys, dans Game of Thrones, elle était ultra loin. Et en fait, les gens la connaissaient même pas, quoi. Les persos qu'on suivait, les Stark et tout, ils la connaissent. Ils la rencontrent à la fin de la série, quoi. Là, elle est présente elle est dans les storylines, elle est présent pour tous les personnages, donc bon, bref, voilà, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais un personnage qu'ils ont, je trouve, à chaque fois, pour moi, c'est le 2e meilleur personnage de cette série après Rhaenyra, c'est Aegon, quoi. Mais vraiment, Aegon, je trouve que c'est un personnage absolument formidable aussi, quoi. Lui qui humiliait, se retrouve lui humilié à son tour, il se retrouve à nettoyer les toilettes et tout. Je trouve que c'est une super idée, tu vois, de le mettre ce parcours-là où tu crois qu'il y a potentiellement une rédemption pour ce personnage qui pourrait être fait, et tu penses que le gars peut-être il va l'atteindre et tout, mais non, ce mec il reste un petit con, quoi. Il reste un petit con imbu de lui-même, quoi, qui pense qu'il est tout puissant. Et d'ailleurs il y a un moment qui est absolument incroyable où Larys il se coltine ce gars depuis je sais pas combien d'épisodes, et il pète un plomb, il est là, il dit mais en fait non seulement t'es un roi nul, mais en plus t'es un humain nul, t'es un humain qui est pas bon du tout, quoi. Et là direct, là il a un problème de légitimité aussi, où lui à chaque fois il essaye d'affirmer qu'il est le roi, tu vois, il veut pas avouer, tu vois, il veut pas cacher, quoi, il a du mal à cacher qu'il est le roi aux autres gens, etc., quoi. Mais moi j'ai une vraie sympathie pour Aegon, quoi, sur ce qu'il traverse, sur le fait qu'il a été cramé par son frère, etc., la relation qu'il a avec les gens et tout. Je trouve que, et même le parcours qu'il a, enfin vraiment lui qui avait mal fini, qui était humilié, qui était complètement inutile, qui s'était fait complètement punir, le fait de le revoir, d'avoir une vraie renaissance littérale avec son dragon, etc., à la fin, je trouve que c'était vraiment un moment fort de la série, quoi. Je trouve que ce que je trouve bien, c'est que son dragon, il a la même gueule que lui, il est aussi à moitié cramé. C'est un peu rigolo, je trouve. C'est vraiment, comme on disait au début, hein, il y a le côté un peu fusionnel entre les deux. Le cavalier ressemble un peu à son, enfin le dragon ressemble à, ou l'inverse, ouais. Le cavalier ressemble un peu à son dragon, en tout cas. Il y a ce truc là qui est chouette, et puis moi, ouais, tout l'arc là, et je disais, ça faisait un peu The Office dans Game of Thrones. Je sais pas, je trouve que la caméra, elle est en mode, j'ai l'impression qu'elle est en mode documentaire à ce moment-là. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. T'as l'impression que t'es dans une autre série. Il y a un côté un peu plus, là aussi, qu'on voit moins parce qu'on est dans les sphères sociales, royales, etc. Et donc là, on revient au côté un peu plus peuple. Et c'est vrai que cette saison, on voit vraiment le peuple. Et le peuple a un visage aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui peut-être pouvait manquer, et que dans certaines séries, malheureusement, ou films, je pointe du doigt, c'est-à-dire que le peuple a pas de visage, ou tu sais, il y a pas de ce truc de connexion avec vraiment. Là, il y a des gens, tu vois, des gens qu'on connaît pas, c'est peut-être des randoms, des figurants, etc. Mais là, le peuple a vraiment un visage, que ce soit évidemment avec Ulf, Hugh, etc. Mais notamment avec Aegon, les personnages qu'il croise, etc. Même avec Ormond Hightower. Les travailleurs, là.
mecs qui travaillent. Les mecs qui travaillent là-bas, avec Hormone Hightower dans sa petite ville où il parle à des familles, etc., où il doit essayer de juger ce qui se passe, etc. Et on voit vraiment la répercussion de la guerre sur ces populations-là, de tous ces trucs-là. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et je trouve que la relation avec son frère, les parallèles qu'il y a toute la saison sont vraiment super, où chacun pense que l'autre est favorisé par Alicent. C'est génial, il y a cet épisode où Aemond il se confie à Alice Rivers, il dit lui il a tout eu, il a pu être roi, voilà, lui toute la route a été tracée pour lui, et lui de ce côté, Aegon il dit que Aemond il a toujours été préféré lui par sa mère, parce qu'en fait justement il a jamais eu, enfin il a toujours été laissé tranquille, il a toujours pu faire ce qu'il veut, alors que lui il était conditionné, etc. Et je trouve que c'est bien d'avoir le de son cloche sur on va dire la maternité un petit peu compliquée d'Alicent envers ses enfants. C'est pas la meilleure mère du monde, quoi, tu vois, pour le coup, quoi. Et je trouve que les retrouvailles sont absolument super. Quand il arrive, il fait I'm alive, comme ça, là. Je trouve que c'était très drôle et très marrant. Et la manière dont c'est mis en scène, etc. Où Aemond, il sait pas s'il voit un fantôme. Il se dit, putain, est-ce que je vois encore une vision où il est encore là, quoi, pour le coup, quoi. Donc c'est assez fort, quoi. Ouais, je pense que l'alliance des deux, ça va être pas mal. Donc. Je sais pas ce qu'ils vont cook, mais ça peut être très fun, quoi, pour le coup. Ouais, parce que, ouais. Et peut-être le dernier personnage, et là c'est un nouvel ajout de cette saison, pour moi c'est Hormone Hightower, qui est vraiment une très très bonne addition, je trouve. Hormone et Daeron. Oui, enfin de tout ce côté-là, quoi. Quand je dis Hormone, mais parce qu'il y a un très gros focus sur Hormone, et malheureusement on ne reverra pas Hormone dans la saison d'après. Mais je veux dire, c'est une très bonne addition et un très bon antagoniste, quoi, en fait, qui est ajouté, quoi, qui challenge pas mal les Noirs par des... Pas les noirs, les Targaryens noirs. La team noire. Ouais, la team noire. Et on voit le côté hyper cruel qu'il a, où le mec est prêt à tout, quoi. Je veux dire, il arrive déjà, il prend en otage une ville, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il stratégiquement, en fait, voilà, qui est en mode comme ça, est-ce que Rhaenyra va brûler tout le monde et montrer qu'elle est une tyrante aux yeux du peuple, tu vois, elle oserait pas faire ça, et à la fin le mec embrigade carrément des enfants pour être devant la porte et pour bloquer les trucs et tout, pour pas que les gens attaquent, quoi, pour eux, quoi, et le plan sur les enfants qui se pissent dessus, etc. Enfin, c'est un truc de fou, hein, je trouve. De voir ça dans une série, c'est un truc de malade, quoi. Et j'aime trop la caractérisation de l'acteur, enfin James Norton, qui joue super, où il est d'apparence très calme, très posé, il a ce complexe de supériorité qui va causer malheureusement sa perte, et au fond le mec est un colérique comme pas possible, où le mec a plein de manies, il est complètement ridicule, tu vois, le fait qu'il supporte pas les odeurs, ça, je trouve que c'est une super idée, et qui paye pas mal dans le climax, où à chaque fois qu'il y a des effusions de sang il a envie de vomir, c'est super, je trouve. Pour le coup, sur ce personnage, ça me fait penser à Samuel L. Jackson dans Kingsman. Oui, complètement, je vois ça. Il y a un peu ce truc là. Ouais. Oui, il a des petites manies, des petites tics qui le rendent un petit peu ridicule, quoi. Et il a ce côté hyper raciste, quoi, en fait, des Targaryens, il déteste, quoi, en fait, finalement, les Targaryens, pour le coup. Et la relation qu'il a avec Daeron, etc., de la manière dont il essaie de le manipuler, est plutôt pas mal, quoi. Mais bon, toi aussi, t'as beaucoup aimé Hormone Hightower? Ouais, Hormone, il est très cool. En tout cas, il est marquant, quoi. Alors on l'a pas vu beaucoup, hein, Hormone, mais ouais, ça a été un personnage intéressant, assez drôle, parce que, comme t'as dit, ouais, il y a un moment, tu vois, où j'ai cru, tu sais, je crois que c'est des mecs des Baratheons, je crois, qui viennent. Oui, ils viennent pour le tuer. Enfin, en tout cas, je vois ce que tu... Et ils pensent qu'ils sont avec eux, et en fait, c'est des assassins, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, ils les butent. Mais juste derrière, ils gerbent et tout. Moi, j'ai cru au début qu'il était empoisonné, et puis en fait, j'ai fait, ah non, en fait, c'est juste parce qu'ils voulaient gerber, parce qu'en fait, je les trouvais dégueux parce qu'ils étaient sales, quoi. Oui, il supporte pas. Dès qu'il débarque, il a son petit truc, là, son petit parfum là, qui sniffe, des trucs comme ça, il a des petites manies comme ça que je trouve absolument incroyables. Et de ce que j'ai compris, apparemment dans le livre, il est pas du tout caractérisé, quoi. C'est-à-dire, c'est juste un chef militaire, tu vois. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment réussi quelque chose, quoi, pour le coup, quoi. Ils ont vraiment à lui donner une singularité, quoi. Et Daeron et Gwen, qui était un personnage qui était dans la saison 2, et je trouve qu'il y a un bon duo avec... Enfin, qui répondait bien à Christian Cole, pour le coup. Et là, je trouve que ce personnage est vraiment attachant, parce qu'il a un côté vraiment courageux, honorable, en fait, ce personnage-là, en fait, de Gwen. Et je trouve, et la relation qu'il a avec Daeron, je sais pas où ça va aller dans la saison d'après, mais pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, en fait. Ouais, moi aussi, un truc que j'ai bien aimé, c'est Gwen, je le trouve très très attachant. Alors, c'est vraiment le chevalier, quoi. Mais bon, comme t'as dit tout à l'heure, il est un peu cupide, quoi. Il est un peu naïf, parce que quand il va voir des potes, bon, voilà. Il a vraiment le côté honorable du chevalier et tout, mais je pense dans le monde de Game of Thrones, ça finit pas bien pour toi. Si t'es comme ça, je pense que c'est compliqué. Et Daeron, pas mal. L'acteur est pas mal, on le connaissait pas trop. Bon, il va jouer Link dans le film Zelda, on verra. Hein. Mais là, en tout cas, dans Game of Thrones, plutôt convaincu. Et ça faisait du bien de voir un fils de
de Allison qui était pas complètement taré, quoi. Pour le coup. Oui, aussi. Qui est pas, voilà. Et surtout, Mais en fait, fallait l'élever loin de quoi. c'est ça. Bon, après, être avec Hormoon, c'est peut-être pas la meilleure des choses non plus. J'avoue. Mais après, au début, je me suis dit, putain, le mec, ça va juste être un pion et tout. Et en fait, non, tu vois, il est très conscient, en fait, qu'Hormoon est un taré, mais c'est juste qu'il peut rien lui dire, tu vois, pour le coup, pour l'instant. C'est ça. Après, j'attends de le voir peut-être voler avec son dragon, etc. Parce qu'il a l'air d'avoir une relation assez fusionnelle aussi avec son dragon, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Et ouais, je sais pas où ça va mener, mais ouais, pour l'instant, c'est plutôt des bons personnages, en tout cas des bonnes additions à tout ça, je le trouve. Bah, Hormoon, ça mène nulle part puisqu'il est mort. Oui, bah ça c'est sûr que. mais voilà. Oui, mais Gwen et Daeron, ouais, on verra. Hein. Mais parce qu'il y a eu, on n'a pas dit, mais il y a toute une storyline avec un faux Daeron au début de la. Oui, c'est pas mal, ouais. Au début de la série. Et donc là, Alicent va peut-être enfin voir son vrai fils. Et peut-être ça sera intéressant, je pense. Après, je trouve ça dommage aussi que les réseaux sociaux, etc. existent parce que. En fait, les gens ont spoilé en fait des trucs et tout, ils te montrent ah putain c'est cet acteur là en fait qui joue le truc et tout, et puis ils te montrent des photos et ils disent ah putain il était là, alors que enfin dans la manière dont c'est construit c'est plutôt malin en fait, il y a vraiment un truc et en fait j'aurais aimé ne pas le savoir, mais bon enfin, sur Twitter t'as une photo, bon, ça... la première photo de et puis parce que tu sais il est introduit de manière complètement random, donc tu sais pas du tout que c'est lui en fait, et après c'est tout le twist etc. Voilà, mais bon c'est un peu dommage qu'on n'a pas pu profiter, mais bon c'est un autre problème. Pour le coup, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la série, ou peut-être je sais pas. non écoute, je pense qu'on a fait le tout. On a parlé de pas mal de choses. Voilà, et puis on se donne rendez-vous dans 2 ans pour la suite, parce que bah ça viendra pas tout de suite, même si on aura A Night of the Seven Kingdom qui arrivera là, c'est l'année prochaine, donc on en parlera sûrement. Voilà pour le coup. Et puis de toute façon on a Rings of Power, Ista, de toute façon c'est chaque année on a le duo, on a c'est vrai, tous les 2 ans. On a, ouais, c'est ça, c'est le rendez-vous, quoi. Tu vois, dans la saison 3 de Rings of War, peut-être qu'elle te plaira plus, la saison 3 de Rings of War, Ista. Écoute, on verra, mais en tout cas, on va la subir moins longtemps, parce que ça va durer que 3 semaines. Oh bah après, les épisodes, ils dureront la même durée, par contre. Donc, je sais pas si ça va être. Si on va pas le subir plus. Après, il y a une ellipse, et j'avoue, le trailer m'a donné un peu envie. Voilà. Écoute, je te prends au mot et on verra la saison 3. De toute façon, moi je suis toujours. Ton optimisme me sidère parfois, Ista. Hein, tu sais, moi je suis assez fou de se dire, t'as vu 2 saisons que t'as pas aimé, que t'as trouvé horrible, t'as vu un trailer, tu dis, ah là, peut-être que la 3e ce sera la bonne. Ouais. Est-ce que tu connais la définition de la folie? Ah oui. mais écoute, j'espère que ce sera bien. Écoute, moi j'ai pas envie de subir la série, en tout cas. J'espère aussi. C'est sûr. On a envie que ce soit bien. Oui, 3 épisodes par semaine, on va les subir. Allez, on se dit ciao. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu de partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin vous les connaissez, et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler du dernier épisode de la saison X-Men 97. Ouais. Et bien bientôt. Ciao.